Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 153 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, très simplement, 9e numéro de notre top 100, la C-Lab. Alors, donc, nous revenons après notre petite trilogie sur Michael Jordan. J'espère qu'elle vous aura plu, bien entendu, mais donc aujourd'hui, retour aux affaires, retour à notre NBA de 2023, retour à de l'actualité. Et puis, également, dans le même temps, retour à notre série, en tout cas une de nos séries de cet été, qui est donc notre top 100 de 2023, top 100 joueurs, bien entendu, de 2023, avec le format très simple que vous connaissez. Nous avons une playlist de 100 noms, allez, un peu plus même, et à chaque fois on pioche 5 noms au hasard, on en discute et on les rajoute au classement. Et donc aujourd'hui, 9e numéro, à la fin de ce 9e numéro, nous aurons donc un top 45. Et on va continuer de le construire comme ça petit à petit, bien entendu. Et donc, aujourd'hui, pour nous aider dans ce top 100 participatif, d'ailleurs, je le rappelle, top 100 où on reçoit plein de monde de médias différents, aujourd'hui on reçoit justement un nouvel invité sur le Basket Lab, puisque aujourd'hui on reçoit Benjamin Ringuet, que vous connaissez sans doute, puisque Benjamin est le grand chef de Dunk Hebdo. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, 9e numéro de notre top 100 de 2023, la C-Lab. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour encore un numéro, notre 9e numéro de la C-Lab, notre top 100 des joueurs de 2023. Et pour ça, on reçoit un nouvel invité et quelqu'un qui est très habitué des classements estivaux, on peut dire. On reçoit Ben aujourd'hui. Comment ça va, Ben ? Bah, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, les classements, c'est un peu mon dada, c'est vrai. Benjamin de Dunk Hebdo, évidemment. Le grand boss de Dunk Hebdo, on peut le dire comme ça. Oh, je déteste, tout le monde dit ça, mais oui, au bout d'un moment, je suis obligé de l'accepter, donc on va dire ça comme ça. Et donc, notamment, bien sûr, par extension, le grand boss du DH20, notamment. Projet un peu similaire à la C-Lab, sauf que, moi je suis un peu plus malade mental, on fait pas 20, on fait 100 carrément. mais oui, donc justement, Dunk Hebdo, normalement, au moment où ce podcast-ci va être publié, vous devriez être en train de débattre, voire même avoir déjà publié quelques épisodes du fameux DH20 2023. Exactement, on va d'habitude on limite ça à 2 ou 3 épisodes là. Alors peut-être que ça sera une annonce du coup au moment où ça va sortir, mais on va en faire un peu plus cette année. Donc un mois de septembre qu'on attend. Mais oui, alors déjà que 20 c'est compliqué, alors 100 mais quelle idée. Vraiment quelle idée parce que vraiment déjà 20 c'est tellement chiant, tellement difficile, donc 100 pardon, je valide non seulement l'ambition et aussi le jeu de mots. Le jeu de mots c'est gentil. C'est gentil. Plus ça a l'air sincère, alors qu'il y en a qui me le disent juste pour pas m'offenser. Mais non, alors oui, en plus sur le DH20, record de participation cette année. Oui, beaucoup trop de votes. Du coup, on n'était pas préparé à avoir autant de votes, donc on a presque doublé notre nombre de votants de l'année dernière. Donc ça fait beaucoup de données à traiter, des Alperen Sengun qui se retrouvent numéro 1 de certains classements. Alors c'est pas moi. on avait quelques suspects, mais oui, ou des gens qui nous ont mis. Alors quand on a commencé à voir Jordan, LeBron, Karim, on s'est dit peut-être pas compris complètement le concept, mais en tout cas, oui, on a eu beaucoup de votes, donc c'était une réussite. C'est la rançon de la gloire, on va dire. Si t'as des gens qui commencent qui sont en dehors de ton cercle d'habitude, qui voient ça et qui votent pour un classement all-time, c'est que tu touches quand même beaucoup de monde. On peut le voir comme ça aussi. Exactement. Après, je suis pas fan des classements all-time, mais ils étaient quand même un peu douteux, certains, parce qu'on a eu un classement all-time où il y a eu, c'était il y avait Jason Tatum dans le top 10, je crois. Donc, je sais pas trop, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là. Ouais.
Alors qu'en plus, il n'a que 19 ans. Rendez-vous compte, Tatum. Les plus anciens auront peut-être cette blague. Parce que mine de rien, ça fait longtemps qu'il a plus de 19 ans. Mais bref, donc le DH20, évidemment, vous connaissez la référence de la fin de l'été, du début d'année pour lancer le... Donc le top 20, oui, pardon, on a explicité, mais le DH20, c'est donc le top 20 des joueurs de la saison passée, hein, si je dis pas de bêtises, pas de celle à venir, c'est la saison passée. C'est le top 20 des meilleurs joueurs NBA. C'est pour ça que je t'ai posé plein de questions quand tu m'as invité. Oui. C'est que le mec un peu chiant, c'est que c'est le top 20 des meilleurs joueurs NBA, point, en fait. On laisse beaucoup de place à l'interprétation pour les gens. Ouais. Voilà pour le DH20, bien entendu. Et nous, de notre côté, donc effectivement, on part sur un top 100, mais on le construit petit à petit. Et c'est pour ça que je reçois plein de monde. C'est pour pas le faire tout seul, parce que sinon, je ne le ferai pas. Mais donc, notre concept, c'est qu'on a une playlist assez large de 100 noms, voire même un peu plus. Et on pioche à chaque fois 5 noms un peu au hasard, et on les classe, on en discute, et on les classe, on les rajoute au classement. Et donc, actuellement, nous avons un top 40. Et donc, à la fin de notre épisode, nous aurons un top 45. Avant qu'on passe à la QI du jour, est-ce qu'il y a des choses qui, pour l'instant, dans le classement actuel, le top 40, t'ont choqué, ou des joueurs dont tu voudrais un peu rediscuter la valeur ou le classement? Alors, je te l'ai dit avant de commencer à enregistrer, moi, quand je regarde un classement, j'essaye parfois de comprendre la logique qui se cache derrière le classement. Et là, je la comprends un peu. J'aurais eu seulement 10 ou 15 noms, ça aurait été compliqué. Avec 40, je le vois un peu mieux. Alors, parmi les choses qui me choquent, alors, choquer, c'est peut-être trop gros. Je fais un coucou à Amine qui était dans le lancement, dans le premier épisode justement. Je remarque que moi je trouve que Jerami Grant quand même paye un peu ce qu'on appelle chez nous parfois la théorie du costume, c'est-à-dire qu'il est surresponsabilisé, je pense, par rapport à son talent, et du coup je le vois 33e et je trouve que c'est très cher payé par rapport à des joueurs qui ont peut-être moins de responsabilités, qui ont du coup peut-être des stats avancées plus glorieuses, peut-être un peu moins de déchets. Mais si tu vois, on prend l'affrontement de base, là, Kyle Anderson, il a 9 places d'avance il a 10 places d'avance sur Jerami Grant. Pour moi, le gap, il est énorme, en fait. Donc, peut-être Jerami Grant, et autrement, non, je reciterai peut-être, si je peux le faire maintenant, parmi les joueurs à ajouter dans le top 100. C'est difficile de juger les jeunes joueurs, et c'est un écueil dont on va parler avec un des joueurs d'aujourd'hui, mais je pense que Pablo Banchero, vu de sa saison rookie, il mériterait d'être un peu jugé, parce que parfois, quand on fait le classement des meilleurs joueurs, je trouve qu'on tombe un peu dans la caricature de considérer la question, de transformer la question en les joueurs autour duquel je voudrais construire une équipe, en fait. Et les deux questions sont un peu différentes. Alors, c'est une dimension aussi, la capacité du joueur à avoir un profil qui est intéressant. Mais Banchero, moi, je pense que vu ce qu'on lui a demandé de faire du côté d'Orlando, ce qui était pas facile parfois en termes de prise de responsabilité, il pourrait se glisser à la fin d'un top 100. Après avoir rapidement, j'espère que tu finiras rapidement du coup, s'il aura vraiment sa place par rapport à certains noms qui seront peut-être entre, je sais pas, la 85 et la 100e place. Donc Pablo Banchero, que de base je n'avais pas dans ma playlist, effectivement, mais qui peut être en effet une bonne candidature à rediscuter. C'est vrai que je comprends aussi ce que tu veux dire dans le sens où toutes les efficacités, par exemple, ne se valent pas, et que, bah oui, il y a aussi des gens qui font des métiers différents. Et notamment, Banchero, il fait de la création, c'est la partie la plus difficile. Donc, peut-être qu'on peut nuancer ce côté manque d'efficacité par le volume, en fait, et par le métier qu'il fait, qui non seulement est très, très rare et assez dur à faire. Donc, il y a cet aspect-là, pardon. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu un côté où je trouve que, bon, il y en a d'autres, hein, des joueurs un peu pas efficaces, mais avec un gros volume, qui du coup ont cette valeur. Je crois que DeMar DeRozan est plutôt pas mal placé. Je crois qu'on a, voilà, il y a des noms comme ça qui sont hauts dans le classement. Mais je trouve que le nombre de ballons est un peu un côté multiplicateur, en fait, d'un point de vue mathématique. C'est-à-dire que si tu es efficace sur un grand nombre de ballons de création, bah oui, comme c'est un fort facteur multiplicateur, ça va te décupler la valeur dans le positif. Par contre, c'est vrai que si tu es très inefficace, un peu comme Banchero, je trouve que ça peut aussi très vite décupler la valeur un peu dans le négatif, et dans le côté, bah, finalement, il y a pas mal de valeurs qui fuient parce que tu n'es pas capable d'avoir un rendement intéressant. Mais je vois aussi ce que tu veux dire en disant tout de même, il y a quand même ce côté la création, c'est dur à prendre en compte.
Surtout pour un joueur qui est pas non plus... il n'était pas étiqueté créateur. Il était dans une situation au niveau du playmaking. Alors je sais qu'il y a beaucoup de fans de Franz Wagner, mais il était pas dans une situation très aisée à ce niveau-là. Mais il y a un autre profil. Il y a certains des profils dont on va discuter aujourd'hui. Enfin, un en particulier, je pense qu'on pourra. Enfin, dans le parallèle est un peu compliqué. Mais en tout cas, le fait de créer très jeune, sans tomber dans un biais de jeunesse, parce que ça aussi, c'est un autre biais de peut-être surévaluer les jeunes parfois, c'est quelque chose qui, pour moi, a un peu de valeur. Après, encore une fois, ça serait vraiment à la toute fin du classement. Je trouve que globalement, les 40 noms que j'ai devant moi, il n'y a rien qui me choque personnellement. C'est vrai que pour l'instant, on a RJ Barrett 40e. Lui non plus pas très efficace. Notamment un nom comme ça te choquerait pas que Banqueros soit un peu à la bataille avec du RJ Barrett, en fait. Exactement. Après, je pense que RJ Barrett, je te l'ai dit, je pense qu'il a déjà pris quelques soufflantes. Je vais pas en rajouter une autre, oui. Mais oui, je pense. De toute façon, quand dans le top 40, t'es déjà 40e, t'es en danger, clairement. Oui, surtout que la playlist, il n'y a pas 100 noms, il y en a entre 105 et 110, je sais plus. Donc, donc de facto, les derniers vont un peu sauter s'ils restent derniers. Ils vont pas passer le cut des 100, je veux dire. Mais ok, alors je note Paolo Banchero. C'est vrai que ça peut être intéressant de revenir en détail sur lui et de le classer de manière organique, voir si on le fait atterrir haut ou pas à la fin. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres noms un peu dans le que moi j'aurais oublié, que tu voudrais absolument aborder aujourd'hui parmi les best of the rest? Je sais que, alors malheureusement, je t'ai pas envoyé la liste à l'avance, un peu de ma faute, mais il y a pas des Mike Conley, il y a pas des Jared Vanderbilt, il y a pas des Nico Batum, mais c'est un peu ce que je te disais aussi hors antenne, c'est ce côté role player très intéressant, mais avec un temps de jeu assez réduit, donc statut et impact de facto un peu moins grand en fait. Et puis Jared Vanderbilt, moi après les playoffs, j'ai beaucoup de... Alors on va peut-être y revenir à un moment. Je pense avec un joueur de la liste, on est obligé un peu d'y revenir sur l'équilibre dans l'analyse playoff saison régulière. Et moi j'ai un peu de mal à inclure Jared Vanderbilt pour ça en fait, sur la capacité à rester sur le terrain dans des matchs de playoff par exemple. Et ensuite dans la pré-liste, Mike Conley, je pense que c'est encore un joueur qui pourrait peut-être se glisser à la fin d'un classement. Et oui. Le truc avec Mike Conley, c'est que comme ton classement se base sur 2023, contrairement à ce qu'on peut faire chez nous, ça pose un peu plus de questions, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on évalue un peu ce qui s'est passé de facto et pas la valeur absolue ou l'intrinsèque. Je sais que toi non plus t'aimes pas trop cette notion de intrinsèque, de valeur intrinsèque. Mais Mike Conley, que je vais vérifier en 2 clics, et je crois qu'il est pas hyper efficace en plus cette année. C'est sans doute un peu pour ça que je l'ai laissé de côté. Il est pas efficace à Utah, mais ensuite très efficace à Minnesota. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Peut-être je le note alors. Je le note et on verra ce qu'on en fait à la fin. Mais oui, tu vois, même moi, là, comme je dis à chaque fois, la playlist, j'ai pas non plus passé 3 jours à le faire tout seul complètement, sinon autant faire le top 100 en fait. Mais du coup, Conley est peut-être un oubli. Et si je me dis, est-ce que je préfère Conley ou Buddy Hield ou Conley ou RJ Barrett, effectivement, peut-être que je penserai pour Conley. Donc, ok. Ouais, je le note. Là où la question est peut-être pas évidente avec Banchero. Donc, en fait, je change mon choix. Du coup, mon choix, c'est Mike Conley. Voilà. Ok. Eh bien, ok. Alors, je note appuyer 2 fois Mike Conley par Ben. Très bien. Ok. D'autres remarques sur le classement ou rien de choquant? Sinon, je sais que, notamment, on se demandait, par exemple, Evan Mobley, qui est 15e, on se demandait à quel point est-ce qu'il faudrait le remonter ou pas par rapport à des créateurs balle en main. Ça te choque pas qu'il soit là à cette position? Alors, fondamentalement, non. Mais en comparaison de certains joueurs qui sont peut-être pas dans un profil pareil, mais en comparaison des intérieurs défensifs qu'il y a dans le classement pour l'instant, ouais, il est peut-être un peu bas, du coup. Si en fait, encore une fois, c'est pour avoir l'harmonie du classement, mais ça c'est peut-être un truc dont la plupart des gens se contrefichent, à part moi, mais dans l'harmonie du classement, peut-être le monter un peu, c'est vrai. Après, les profils qu'il y a devant lui sont difficiles à classer, les DeMar DeRozan, les Zach LaVine, les Jaylen Brown, mais ils pourraient monter un peu, en fait. Si la base, c'est la place de Jaren Jackson, celle de Rudy Gobert, son côté défensif devrait peut-être le faire monter de quelques places, effectivement. Ouais, et même pour qu'il y ait un peu plus d'écart avec Miles Turner, Wendell Carter Jr. peut-être. Sachant que le classement n'est pas fini, donc sans doute des noms viendront s'intercaler aussi, mais ok, bah alors
Je note ça et on continuera de récolter les avis. On va s'ajuster petit à petit. Très bien. Alors voilà pour le côté classement. La QI du jour que je n'ai toujours pas annoncé d'ailleurs. Donc aujourd'hui, nous avons du Jrue Holiday, nous avons du CJ McCollum, du Joel Embiid, du Dorian Finney-Smith et du Josh Giddey. Là aussi un cas qui va être marrant, Josh Giddey. Question traditionnelle, avant qu'on en parle un peu dans le détail, chacun l'un après l'autre, comment est-ce que toi tu t'en es dépatouillé pour les classer les 5 entre eux les uns par rapport aux autres? Alors, d'habitude, quand on fait notre DH20, j'ai un classement, j'ai des critères préétablis, en fait, où j'ai des notes défensives et offensives. Par exemple, pour prendre un exemple, mes notes défensives se résument à A+, A-, B+, etc. En fait, c'est par rapport au rôle. Ouais. Pour moi, un A+, ça va être un protecteur de cercle élite, etc., etc. Et en fait, j'ai dû adapter ça parce que normalement, c'est éliminatoire. Un DH20, il y a un moment où j'ai pratiquement que du All-Star dans la liste. Il y a 3 mecs qui sont pas All-Star, en fait, dans la liste qu'on a aujourd'hui. Donc, j'ai beaucoup mis en valeur les rôles. Je pense que c'est quelque chose que tu as déjà mis en avant dans cette liste. Les rôles des joueurs. J'ai essayé de vraiment, moi, la théorie du costume, c'est un truc auquel je porte beaucoup d'importance, donc ne pas surévaluer les joueurs qui sont efficaces dans des petits rôles et ne pas surévaluer les playoffs pour ceux qui les ont joués, pas tous, en l'occurrence par rapport à la saison régulière, parce que surtout dans un top 100, on a beaucoup de profils qui n'ont pas joué les playoffs ou qui ont des rôles très différents en playoffs. Et puis aussi, moi, c'est la constance à laquelle je donne beaucoup de valeur, à la régularité du joueur dans son rôle et à la difficulté de son rôle également. Et donc les 5 du jour, est-ce que tu as un premier jet avant qu'on détaille? Au début, c'était difficile. En fait, plus j'ai préparé, plus ça s'est éclairci. Donc, j'ai Joel Embiid premier, j'ai Jrue Holiday deuxième, j'ai CJ McCollum troisième, j'ai Josh Giddey quatrième et j'ai Dorian Finney-Smith cinquième. D'accord, ok. Bon, j'avais évidemment les deux premiers, pareil, Embiid et Holiday en deuxième. Après, le cas de McCollum, on va en parler, mais il est un peu embêtant. Il est un peu embêtant mine de rien parce que pas très efficace. Et donc j'avais McCollum, ensuite Finney-Smith et ensuite Josh Giddey en cinquième. Mais ok, on va discuter de tout ça du coup. On est là pour ça, donc tant mieux. Tiens, allons directement sur Jrue Holiday, si tu veux bien. Je te fais un peu le topo rapidement. 33 minutes par match de moyenne, 67 matchs pour Jrue Holiday cette saison, 101 de true shooting plus, donc plus 1% d'efficacité par rapport à la moyenne NBA, sur un volume de 25% d'usage, donc voilà, plutôt volume de deuxième, troisième option d'équipe peut-être. Et c'est vrai que pour te lancer, on a un Jrue Holiday de 33 ans, mais qui est toujours le même, et notamment élite défensivement. C'est le meilleur défenseur NBA sur le point of attack, peut-être. Je pense qu'il y a débat peut-être avec un Caruso. Je sais que les stats avancées aiment beaucoup Caruso, et Caruso est très très fort dans ce point-là, mais je sais que tu fais en ce moment un format cross summer où tu vas en fait interviewer d'autres sports, des membres, des personnes de médias, etc., d'autres sports. Moi, il me fait tellement penser, Jrue Holiday, à un cornerback NFL qui fait de la presse, du coup, donc du homme à homme. Oui. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. Je repense à Bobby Portis, qui était dans le podcast de JJ Redick, qui expliquait que Jrue Holiday est tellement bon défensivement qu'en fait, il arrive à influer ce que va faire l'attaquant adverse, notamment quand il est loin du ballon. Et en fait, il y a vraiment cette capacité-là dans la navigation, ce qui est des écrans, etc., En fait, pour moi, c'est le profil le plus simple dont on a à parler aujourd'hui, en fait. Parce qu'on a d'un côté cette capacité défensive folle, qui a été mise à mal sur les playoffs parce qu'on lui a demandé de défendre Jimmy Butler qui était incandescent. Donc forcément, même lui l'a reconnu, Jrue Holiday était pas en réussite, mais pour moi, tu peux pas juger un défenseur sur sa série contre Jimmy Butler cette année. Ouais. Et puis, ce que je trouve très intéressant, c'est sa capacité à être un playmaker défensif, en fait. Ce qui est parfois assez difficile pour des joueurs qui ont des match-ups très 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 difficiles, parce qu'il y a cette stat qui est très intéressante chez Basketball Index de la match-up difficulty, donc en gros de la difficulté du match-up adverse, et il est numéro 1 parmi les défenseurs de ce qu'ils appellent les ball guards, donc c'est lui qui a les match-ups défensifs les plus difficiles. Il va la plupart du temps se coltiner le porteur de balle adverse ou le meilleur scoreur adverse, et il est tout simplement très efficace. Donc cette défense, c'est sa marque de fabrique, c'est ce qui va lui permettre d'être classé plutôt haut, je pense, dans ce classement. Après, côté défensif, offensif, tu l'as très bien dit, c'est une troisième option qui est plutôt assez efficace sur du pull-up, très fort pour finir près du cercle. Moi, j'ai juste un problème pour peut-être cette introduction de Jrue Holiday,
c'est le fait que tous les ans, et cette année n'a pas fait exception, sa réussite au tir et globalement sa réussite offensive plonge en play-off, en fait. Et ça, c'est un petit problème que j'ai. Ouais. Mais autrement, cette année encore, c'est une valeur sûre et c'est un joueur assez facile c'est assez facile de faire son portrait parce que c'est un des meilleurs défenseurs de la NBA qui est une très bonne troisième option offensive en étant très efficace sur le pick and roll. Oui, c'est pas un cas ni polarisant ni difficile en fait, comme tu dis. On le connaît en fait, Jrue Holiday, avec effectivement cette défense d'élite de point d'attaque, mais même plus que le point d'attaque, je trouve que ça doit être un des arrières défensifs avec le plus de polyvalence défensive, je pense. Il est tellement épais que malgré peut-être un petit déficit de taille, il peut totalement switcher parfois sur des un peu plus grands, un peu plus gros. Donc ça, c'est aussi très très intéressant, je trouve. Et bon, le côté traverser les écrans qui est primordial dans ces schémas défensifs de Milwaukee où tu joues le drop, donc l'intérieur qui attend très bas pour protéger le panier, mais il faut pas non plus laisser trop de liberté à l'attaquant. Donc c'est là-dedans que bien sûr s'inscrit le côté traverser les écrans de Jrue Holiday qui est très important. Mais c'est vrai que pour l'attaque, vu que tu commençais aussi à en parler, globalement, je trouve qu'on est sur un bon Jrue Holiday depuis qu'il est arrivé à Milwaukee en termes d'efficacité, notamment. Ça avait toujours été un peu ma frustration avant, c'est que il était toujours moins efficace que la moyenne. Là, c'est vrai qu'on a enfin un Jrue Holiday au-dessus de la moyenne. C'est quand même bien en termes de valeur, hein, tout simplement. Sauf même si c'est peut-être son année la moins impressionnante par rapport aux 2 années précédentes. Mais voilà, on a toujours quelqu'un qui a des limites, qui est pas un créateur de haut niveau, qui a pas de la créativité folle, qui a pas une capacité à inventer des actions, mais qui en fait on peut dire est bon dans son rôle et sait ce qu'il doit faire en fait. Exactement. Après, c'est une année un peu spéciale pour Jrue Holiday où il a eu un très bon mois de janvier. Il a eu quelques passages assez difficiles et c'est dans une saison de Milwaukee où il faut pas oublier que Chris Middleton a raté une bonne partie de la saison et que pour moi, Jrue Holiday, on voyait sur ces séquences-là que, encore une fois, théorie du costume, il doit vraiment être la troisième option parce que c'est un playmaker, je pense qu'il s'améliore. Je pense qu'il est de plus en plus fort en termes de playmaking, mais ça reste un joueur qui doit pas être c'est pas un joueur dominant avec la balle. Donc effectivement, c'est vrai que je comprends ta frustration au niveau de l'efficacité et que selon moi, cette efficacité-là et ce manque d'efficacité, il a réussi à le pallier. Mais sur des affrontements un peu plus de haut niveau, on va par exemple lui demander, typiquement c'est un joueur qui peut pas jouer en ISO en fait, qui est historiquement inefficace en ISO. Donc oui, offensivement en fait, il connaît très bien son rôle et c'est là où c'est un peu l'intérêt de ton classement aussi, c'est du coup de déterminer aussi quelle est l'importance de ce rôle. Je pense que défensivement, c'est un joueur qui a un plus immense. Après, offensivement, sa capacité à pull-up, pour moi, le sauve beaucoup, en fait. Parce qu'il est encore efficace sur le pull-up cette année. Il a presque 38% de réussite. Ça le sauve beaucoup. Coupler ça à sa capacité à finir au cercle, ça fait de lui un joueur vraiment très intéressant dans ce rôle de troisième option. Donc, si l'efficacité, elle a été là cette saison, elle a parfois été un peu absente, ça reste un joueur qui doit être classé très haut, selon moi. Oui, après, il reste 38% sur les 3 points, sur plus de 6 tentatives par match, et c'est très bien. Au niveau des drives, on est dans la moyenne haute, on va dire, moyenne haute d'efficacité sur drive, sur les gros drivers, je veux dire. 48 joueurs ont fait plus de 10 drives par match, ils se classent 21e sur 41, donc voilà, plutôt la bonne moyenne d'efficacité sur drive. Les longs tirs à 2 points aussi, tu parlais des pull-ups, en particulier les longs tirs à 2 points, il a 45%. Donc oui, il y a de très bons éléments pour son scoring. Après, c'est vrai qu'il a un truc, par exemple, c'est que il ne va pas du tout provoquer des lancers francs, ce qui, je pense, est un peu un manque à gagner niveau rentabilité par rapport à d'autres, parce que c'est des points tellement faciles et lui, il est assez mauvais dans l'exercice. Il est le taux de lancer franc ajusté à la moyenne par rapport à la moyenne NBA, il est à 65 free throw rate plus, donc c'est-à-dire quasiment 40% plus bas que la moyenne NBA. C'est très très peu. Et c'est vrai que voilà, c'est bon, à cet âge-là, on le connaît. Il est qui il est. Mais je pense qu'on a un scoreur intéressant, pas génialissime, mais intéressant, et un playmaker, un passeur, tu commençais à le dire, qui est très académique, en fait, qui a les basiques, mais qui va pas inventer des trucs incroyables. Donc, il y a ce côté-là où plus tu vas le faire descendre dans la hiérarchie, plus il va être intéressant, et au contraire, si comme cette année, tu l'as en deuxième option d'équipe, c'est vrai que ça coince peut-être un peu légèrement, mais pas à un niveau inquiétant non plus.
C'est vrai qu'au niveau du playmaking, c'est un joueur qui joue quand même. Enfin, ça reste. On est en 2023, c'est un porteur de balle, donc il joue 37,3% de ses possessions en porteur de balle sur pick and roll, ce qui est quand même assez important. Et Oui. sur ces actions-là, il est dans le 80e centile, donc ça reste un joueur très efficace. Alors après, ça à remettre dans le contexte de Milwaukee aussi. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'il va pas. On a un très bon passeur aujourd'hui. Alors c'est peut-être un des seuls points où du coup Giddey peut être assez heureux d'avoir un temps d'avance sur Jrue Holiday, mais on va en parler. Josh Giddey peut créer des passes en fait, ou créer des fenêtres de passes, parfois des fenêtres que va pas faire Jrue Holiday. Jrue Holiday, il va être dans des lectures simples, pick and roll, voilà, la défense va s'adapter, il va trouver le mec ouvert si le mec est ouvert, et ce joueur-là peut sanctionner, etc. Après, moi, je trouve vraiment que c'est un truc où il a progressé. Enfin, je le trouve meilleur. Je pense qu'en termes de playmaking, il est peut-être au firmament, ou en tout cas, je vais pas parier sur le potentiel là-dessus. Tu l'as dit, je n'aime pas les qualités intrinsèques ni le potentiel, mais je pense qu'il est, en termes de lecture, ça sera jamais un porteur de balle dominant, on l'a déjà dit, mais il est capable de faire les bonnes lectures, et surtout, loin du ballon, je pense, en attaque comme en défense, il a cette intelligence de jeu, de savoir se placer, etc. Même si parfois le système de Bud était un peu aride à ce niveau-là, mais je trouve que c'est un joueur qui a totalement sa place en termes de troisième option que j'appelle dépendante, en fait, moi, quand je fais un peu mon DH20, c'est-à-dire il est très très dépendant de son écosystème, en fait. On peut pas le surcharger au niveau de la création pour les autres, mais à Milwaukee, il est dans le cocon parfait. Oui, tu parlais d'un système de jeu un peu aride, peut-être pour ça qu'il a mal vieilli. Voilà, palam pam pam, je vais ajouter au montage un petit bruit de batterie. Il fallait que je le fasse. Et donc au niveau classement, où est-ce que tu l'imaginerais ? Alors, au niveau classement, moi je le mettrais du coup 13e. Donc je le mets devant Zach LaVine, mais je le mets derrière Jaylen Brown, parce que moi j'en ai pas beaucoup parlé, parce que j'essaye de pas vraiment avoir le biais pro playoff dans ce format-là. Surtout que les playoffs 2023 du Jrue Holiday, pour moi c'est encore plus difficile à juger, parce que c'est une série un peu lunaire, ça a été assez dit, mais cette difficulté à s'élever haut dans la hiérarchie des options offensives, moi c'est un truc qui me gêne beaucoup, en fait, quand je commence à classer les joueurs très très haut. Mais il a beaucoup trop de valeur en termes de défenseur, de polyvalence aussi, tu l'as dit, parce que il défend quand même sur un Jimmy Butler, par exemple, sur la série de playoffs, donc c'est un joueur qui lui rend plusieurs centimètres, donc ça a beaucoup de valeur, mais j'ai du mal à le mettre devant des joueurs qui peuvent être des secondes options d'équipe en playoff, avec plus ou moins d'efficacité, c'est sûr, mais je le mettrais à cette 13e place. Oui, et puis la série contre Butler, au final, on se dit, Butler a mis quand même 40 ou 50 points. Certes, mais si ça se trouve, s'il n'y a pas Jrue Holiday, il en met peut-être 80 ou 90 en fait. Donc voilà, ça ne fait pas tout le total, c'est le différentiel surtout. Mais ok, ouais, non, ça me va. J'étais un peu aussi dans cette zone, effectivement. Donc là, on a du Bradley Beal, 11e, Jaylen Brown 12e, Zach LaVine 13e, DeRozan 14e. C'est vrai que du coup, par rapport à un profil comme DeRozan qui a beaucoup moins de défense, mais plus de création offensive, tu préférais tout de même Jrue Holiday et sa polyvalence que DeRozan qui est plus fort sur certains endroits, mais avec des compromis alors. Exactement, ouais. Là, on est un peu dans la zone où, encore une fois, moi aussi, je mets en garde contre des biais, mais je tombe dedans. C'est le principe des biais, hein, c'est qu'on tombe dedans même si on les connaît. Exactement. Et on est un peu dans cette zone-là où on réfléchit un peu aux joueurs qui peuvent être des secondes options, un peu. Et je trouve que, alors, là où Holiday, on l'a dit, est plutôt parfait en 3e, il est un peu un 2,5, en fait, selon ce que tu as autour de lui. Et je trouve qu'il tombe bien par rapport à un DeMar DeRozan qui, là où j'ai plus de questions sur la défense, c'est, moi, j'ai tendance à faire de la défense quelque chose de, soit c'est un petit bonus, c'est un vrai bonus. Quand t'es élite, c'est un vrai bonus. Quand t'es moyen ou un peu au-dessus de la moyenne, dans, je sais pas, le 60e centile, 70e centile, c'est un tout petit bonus. Par contre, arriver à un certain niveau de négatif, je pénalise beaucoup. Et en l'occurrence, oui. DeRozan, je le pénalise beaucoup là-dessus. Ouais. Mais tu vois, c'est là où je suis d'accord, on peut le mettre là, hein, Jrue Holiday, on tombe d'accord très rapidement, mais du coup, je me pose la question d'autant plus sur Evan Mobley, comme je te disais, parce que pour moi, la défense de Mobley est plus impactante parce qu'intérieure.
Et en attaque, oui, il a moins de responsabilités, mais il est tout de même aussi efficace. Au final, à quel point est-ce que le côté création de Jrue Holiday, qui on l'a dit n'est pas fabuleux mais est juste bon, à quel point ça compense par rapport à Evan Mobley qui est 2 ou 3 places en dessous, ou alors on remonte Evan Mobley et sa protection de panier et sa polyvalence défensive, peut-être qu'il faudra la remonter alors. Peut-être au-dessus de DeRozan. Après, DeRozan et Lavine ont l'air tellement beaux l'un après l'autre, j'ai pas envie de casser ça, mais oui, peut-être au-dessus. Oui, ça me titille un peu le cas de Evan Mobley. Peut-être qu'on s'y penchera plus en détail. Très bien. Eh bien mettons-le là. Parfait au niveau du classement. On tombe d'accord directement. Petit quiz pour finir. Tu es au courant qu'il y a peut-être des petits quiz pour. Oh là là, ça me terrifie. Pour se remémorer certaines actions marquantes de la saison 2023, bien entendu. Bon, t'inquiète pas, il y a toujours un petit moment de panique au début, mais en fait, c'est assez facile. Nous sommes le 12 janvier 2023. Et c'est Jrue Holiday qui met un tir par-dessus le panneau. Alors peut-être ça te parle, peut-être ça te parle pas. Une action, il se retrouve à ligne de fond et derrière le panneau, et un tir en cloche par-dessus le panneau, derrière le panier en fait, du coup. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain? Donc ce Milwaukee-Atlanta, et il met un tir au-dessus du panneau. Alors, on est en quelle date déjà? Janvier? 12 janvier 2023. C'est la période où Middleton n'est pas là, donc je dirais Giannis. Pas sur le terrain, malheureusement. Oh là, ça commence bien. Brook Lopez. Non, pas sur le terrain. Il y a personne sur le terrain, ça commence bien. Bobby Portis. Bobby Portis, oui, tout à fait. Pat Connaughton. Non, pas Pat Connaughton. Un autre ailier. Ils n'ont pas encore tradé pour Ingles à ce moment-là. Donc, un autre ailier du côté... C'est là où je panique. Attends, tu m'as dit qui? Qu'est-ce que tu as dit? Ils n'ont pas tradé pour qui? Ils n'ont pas tradé pour Ingles encore à ce moment-là. Si, Ingles, c'est sur le terrain. Tu confonds avec Crowder. Ils n'ont pas encore tradé pour Crowder. Crowder. Crowder, oui. Mais Ingles a signé en free agent l'été dernier, donc il y est depuis le début. Voilà. Je vous dis, je panique. Et on faisait on faisait des quiz il y a quelques années, je suis en panique. Faut que j'aille du côté d'Atlanta, ça va m'éclaircir le... Vas-y. Atlanta, Trae Young. Pas sur le terrain, malheureusement. Dejounte Murray, du coup. Non plus. Non. On a un autre arrière. Bon, alors vu que j'ai pas de chance du côté des arrières, je vais partir du côté des pivots. Vu que il y a aucun titulaire de présent, je vais partir du principe que c'est pas Capella, mais c'est Okongwu qui était sur le terrain, du coup. Et non, ce n'est pas Okongwu. On est sur le quiz difficile Capella. Du jour là. non plus, c'est pas Capella. Oh là là, mais qu'est-ce que... Attends, le poste 4, classique, poste 4. Collins. Ok. Exactement, John Collins. Un arrière meneur, on va dire. Ok, John Collins est là. Ensuite, arrière meneur du côté de l'Atlanta, qui peut jouer à ce moment-là. Européen. Oh là là, je suis en panique totale. Bogdanovic. Oui, c'est ça. Exactement. Bogdanovic. S'il y a un arrière, ça doit être du coup Aaron Holiday. Exactement, le frère de Jrue Holiday sur le terrain, tout à fait. Et en plus, j'ai regardé beaucoup les Hawks, donc c'est scandaleux que j'arrive pas à le sortir. DeAndre Hunter, je l'ai déjà dit. Oui, DeAndre Hunter, il est là. Et le dernier, il a un surnom qui s'appelle le Tank. Kaminsky. Exactement, Kaminsky est sur le terrain. T'as pas eu de chance, parce que c'est un line-up assez particulier. Mais du coup, il me manque qui du côté des Bucks? Donc, il y a Jrue Holiday. Jrue Holiday, Bobby Portis, Joe Ingles, et il te manque un qui est trouvable, un qui est pas du tout trouvable. Donc celui qui est trouvable, parfois, depuis le début de sa carrière, il donne des coups de pied ou il pousse les gens. Exactement, Grayson Allen. Et le dernier n'est pas trouvable si je te le fais vraiment deviner. Par contre, si je te dis, c'était le receveur des Cincinnati Bengals. AJ Green, ok. Exactement, AJ Green. Mais c'est pas le même, mais c'est un joueur qui s'appelle AJ Green qui a été non drafté, je crois, qui a fait une trentaine de matchs et qui pourtant s'est retrouvé là. Donc t'as pas eu de chance, c'était le quiz un peu difficile. J'ai perdu 3 kilos de sueur, c'est horrible. je savais plus où j'étais, c'est terrible.
Tiens, passons sur CJ McCollum, si tu veux bien. Donc McCollum, 35 minutes de jeu par match cette saison, 75 matchs cette année, en 2023. 93 de true shooting plus, donc moins 7% par rapport à la moyenne d'efficacité de NBA. Donc très très peu efficace, sur 26% d'usage, un volume correct, on va dire. C'est vrai que pour te lancer, on n'est pas forcément sur sa meilleure année en carrière. En fait, quand CJ McCollum il entame sa saison, pour moi, c'est un peu la saison où je veux avoir des réponses par rapport à celle de l'année d'avant. Parce qu'en fait, l'année d'avant, CJ McCollum, elle est très 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 bizarre. C'est-à-dire que il est tradé du coup au Pélican et il prend feu. En fait, il prend feu sur la fin de la saison où quand vous allez regarder les stats, je sais pas, par exemple sur des sites comme Cleaning de Glace où parfois on utilise des petites couleurs, la période à Portland est tout en bleu, donc c'est mauvais, et la période au Pélican est tout en orange, donc il est ultra efficace chez les Pélicans de la deuxième partie de la saison 2021-2022 sur les longs tirs à mi-distance. Il est en fusion à 3 points, etc. Enfin bref, il est très très efficace, et du coup moi je me suis dit, mais tu vois, quand tu as deux parties de saison comme ça très différentes avec des changements de franchise, qu'est-ce qui était réel? C'est pas une très bonne saison de CJ McCollum qu'on a vu en 2022-2023. Alors, je pense qu'il est pas aidé par le fait qu'il ait joué 10 ou 11 matchs avec Zion et Brandon Ingram. C'est très peu. Oui. Et qu'en fait, pour un joueur qui a un rôle ultra... En fait, c'est fascinant, par exemple, quand on regarde l'usage de CJ McCollum depuis, en gros, sa 3e saison NBA. Il est globalement tout le temps dans les mêmes eaux, entre 24.8 et 28.5. C'est pour un joueur qui a tout le temps eu le même rôle dans ses premières années NBA, depuis son explosion. L'année dernière, il a parfois été première option sur certains matchs, deuxième option sur certains matchs, troisième option sur certains matchs. Donc, il a dû s'adapter, et on a vu que c'est un joueur qui a été extrêmement inefficace sur le mi-distance. C'est le shoot le plus important de la panoplie de CJ McCollum. Donc, on est sur une saison où on a peut-être plus la confirmation que sa fin de saison dernière, ou 2021-2022, c'était peut-être un peu une illusion, et qu'on est peut-être sur un joueur qui, au niveau de notamment sa capacité à être efficace sur du pick and roll, peut-être entame doucement mais sûrement, qui est peut-être sur la pente descendante maintenant. Oui. Alors après, il y a toujours la petite blague. Je crois que c'est Tom de chez vous, du coup, qui faisait la blague. Difficile d'avoir une saison normale quand en parallèle t'es obligé de négocier le CBA, le nouveau CBA, puisqu'on rappelle, McCollum est le représentant du syndicat, si je ne me trompe pas. Donc c'est lui qui a un peu négocié le contrat entre les joueurs et les propriétaires. Mais bref, donc oui, c'est vrai que de facto on a eu une saison assez inefficace. En effet, ça a toujours été un joueur d'élite sur les longs tirs à 2 points notamment, et on est un peu sur une panne, comme tu dis. Alors je sais pas si on est sur un déclin ou sur une panne, justement, parce que tu parlais de la fin de saison dernière où il était en surchauffe. Je sais pas à quel point cette saison est représentative ou pas, et que tu vois, si ça se trouve, au final, on fait l'an dernier, quand il arrive aux Pelicans, surchauffe, cette année un peu sous-chauffe, et l'an prochain, et sur les 2 ou 3 prochaines années, un niveau normal, quoi. C'est pas impossible, mais c'est vrai que de facto, si on est un peu obligé de juger 2023, on est sur une efficacité. Il a jamais été aussi inefficace au global, je veux dire. Même pour dire à quel point c'est bas, j'ai mon petit tableur Excel avec toutes les saisons individuelles depuis 1980, des saisons à 2000 minutes de jeu comme lui, et plus de 26% d'usage comme lui. Depuis 1980, il y en a eu à peine 32, des saisons aussi inefficaces, enfin plus inefficaces que lui. Donc c'est quand même, on est sur un niveau d'inefficacité assez important, et c'est ce qui me dérange un peu, parce que par ailleurs, on n'est pas non plus sur un créateur de jeu balle en main, un passeur au niveau du passing non plus, qui va arriver à compenser. Donc oui, on a un cas assez intéressant qui, par ailleurs, peut apporter du spacing, 39% à 3 points. Sur drive, on est plutôt vers la fin, on n'est pas très efficace sur drive, avec peu de lancers francs, très peu de lancers francs, et en plus un régime de tir où il prend beaucoup de longs tirs à 2 points, comme on a dit. Il n'est pas très efficace, et en plus le long tir à 2 points n'est pas forcément rentable, ce qui fait que quand tu mélanges tout ça, on est sur une saison pas efficace, inquiétante, je sais pas, mais en tout cas de facto qui n'a pas été très bonne, quoi. Et puis tu parlais de ce pick and roll, il a même pas, alors c'est quelque chose qu'il a jamais eu dans son jeu, mais il a pas eu non plus cette année, la capacité à finir au cercle. C'est pas un bon finisseur au cercle, McCollum. Ouais. Mais encore, c'est là où la fin de saison
du coup 2021-2022 était un peu bizarre, c'est qu'il finissait très bien au cercle durant ce petit court moment-là. Donc c'est là où il était vraiment en fusion. Pour te rejoindre par rapport au playmaking, c'est un joueur qui a plus été toujours dans une dimension scoreur et qui du coup a été un peu forcé par séquence d'être un peu plus playmaker. Ça lui réussit plus ou moins bien. Je pense quand même que la version ultime de McCollum, ça reste celle de cette fin de saison-là où il est quand même plus axé sur le scoring. Alors après, à quel point sa blessure au pouce, parce que en fait, dans les conférences de sortie de saison, il a indiqué être blessé au pouce et qu'en gros, il avait joué la moitié de la saison blessé au pouce. À quel point ça a influé là-dedans, je sais pas. Parce que d'un côté, c'est un joueur qui a très très bien shooté en mois de mars à 3 points. Je sais pas à quel point il faut prendre ça en considération, le CBA, le pouce, il a eu le Covid en début de saison, il a eu un bébé. J'ai fait beaucoup de recherches pour cet épisode. Il a eu un bébé en début de saison. Donc peut-être que hors terrain, c'était une saison un peu difficile pour lui, mais sur le terrain, tu l'as dit, beaucoup pas efficace offensivement et défensivement. J'ai le souvenir d'un match contre les Lakers où en interview d'après-match, Anthony Davis dit texto, on a ciblé CJ McCollum en fin de match. Effectivement, on est sur un défenseur qui n'est même pas au niveau moyen, je pense, en termes d'impact. On est plutôt un défenseur négatif. Donc ça sauve pas et ça compense pas, comme tu dis. Ça a jamais été. Je ne sais pas même au firmament de sa carrière s'il a déjà été au-dessus de la moyenne. Je pense pas parce qu'il est un peu sous-dimensionné, etc. Mais c'est clairement un joueur qui est ciblé défensivement. Donc oui, moi je suis un peu. Je t'avoue que quand j'ai vu McCollum, quand tu fais le classement à la réputation des 5, t'aurais mis McCollum aurait eu la 3e place assez facilement, mais il est beaucoup plus près chez moi de la 4e que de la 3e. Parce que il y a ce manque d'efficacité, ce manque de playmaking. Vraiment, moi, c'est quelque chose que je donne beaucoup de valeur, la capacité à finir au cercle, et il est pas bon à ce niveau-là. Et puis, ce qu'il faut noter, c'est peut-être aussi en termes d'isolation, c'est un joueur qui joue de moins en moins d'isolation et qui, d'un côté, en joue moins et de moins en moins efficace dans cette partie du jeu. Ça représente plus que 7% de ses possessions cette saison avec les Pélicans. Ça en représentait en gros 15% dans ces années Portland en moyenne. Et sur les ISO, il est à 0,75 points par ISO, donc il est dans le 25e centile. Ouais. Pour un joueur qui est étiqueté attaquant, c'est c'est trop bas. Oui, en effet. En effet, cas très compliqué que celui de McCollum, qui en plus n'est pas le cas d'habitude. Effectivement, peut-être que le McCollum de Portland, ou qui serait à un niveau plus normal, plus moyen, on aurait plus de facilité. Là, il va falloir essayer de pondérer tout ça. Sauf si tu as d'autres choses à rajouter, tu me dis, sinon on peut transitionner vers le classement. Qu'est-ce que j'avais à rajouter ? Non, j'ai plus ou moins tout dit. Moi, je pense que la question du cas McCollum, c'est vraiment de se dire, est-ce que son mi-distance est parti ? Parce que si son mi-distance est parti, enfin, là, c'est pas une réflexion plutôt sur ton classement, mais plutôt sur le joueur globalement et peut-être pour les Pélicans. En général, ouais. Si le mi-distance est parti, je crois pas que du jour au lendemain, on soit passé d'un joueur qui était dans toute sa carrière dans le 90e centile à mi-distance, un joueur qui est moyen, mais son équilibre, son jeu est tellement précaire dans son équilibre, le fait d'être un porteur de balle sur pick and roll qui shoot beaucoup de longs mi-distance, pour lui, passer d'un joueur élite à ce niveau-là à un joueur moyen ou un peu au-dessus de la moyenne, c'est une catastrophe. Enfin, vraiment. Ouais. Oui, non, je suis d'accord. D'ailleurs, je vois un autre truc un peu bizarre. Il n'est plus très bon au lancer franc, alors qu'il avait été excellentissime à Portland. Ça fait quelques temps qu'il n'a pas dépassé la barre des 80. Ça, c'est bizarre, ça. Je sais pas. Ouais. Oui, parce qu'en général, ça bouge pas trop, ça, les efficacités en carrière. Enfin, ça peut augmenter, mais pas. Ouais, là, c'est un peu bizarre. Je sais pas quoi en faire. Mais bref, niveau classement, allez, on va te faciliter la tâche. Quelle est ta fourchette haute, on va dire, et quelle est ta fourchette basse ? Quel est le nom à partir duquel tu te dis, bon, pondération positive, il peut aller jusque-là, et négative ? Alors, je tiens à dire d'abord, ça s'est peut-être entendu, mais de base, c'est pas un joueur que j'apprécie énormément, CJ McCollum. Je tiens à donner ce petit élément-là, quand même, juste pour... Oui. Fourchette haute, pour moi, il se glisse après Marcus Smart, donc il serait 23. Donc avant les Kyle Anderson, Odi Anunoby, etc. Parce que fourchette haute, si son mi-distance revient, ça reste quand même un très fort attaquant, peut-être pas dans les canons d'efficacité, et pas dans les canons, en tout cas dans le jeu,
Fourchette basse, si ça se confirme, pour moi, on descend peut-être jusqu'à 27-28, je pense. Donc, Clint Capella, Scotty Barnes, je pense. Ok. C'était plutôt ma fourchette haute ici, pour le coup. Non, mais tu vois, je me faisais la comparaison avec Tyrese Maxey. Qui a le plus de valeur entre un Tyrese Maxey ou un CJ McCollum, sachant que Maxey a été plutôt efficace, moins de responsabilité, mais plutôt efficace. Et la candidature de McCollum, c'est l'inverse, c'est-à-dire très très inefficace, mais quand même un peu plus d'impact global sur le jeu. Non, mais oui, ça me va si on tape un peu dans cette zone. Mais ouais, par rapport à Bogdan, c'est vrai que Bogdan n'a pas non plus le minutage ou le même statut. Donc là, pour dire, pardon, pour les auditeurs qui n'ont pas le classement dans les yeux, on a du Marcus Smart 22, Kyle Anderson 23, OG Anunoby 24, Brogdon 25 et Maxey 26. On peut taper dans cette zone si ça te va. J'avoue que moi aussi, j'ai eu la réflexion par rapport à Tyrese Maxey. Je me suis dit, pour moi, ils doivent être dans les mêmes zones au classement. Encore une fois, c'est un classement que tu l'as dit, tu fais par rapport à des moyennes hautes, moyennes basses. Ils doivent être à peu près dans les mêmes eaux, selon moi. Oui. Ok, bah ça me va, alors mettons-le là. Par rapport à Brogdon au-dessus ou en dessous alors, par exemple? C'est deux joueurs dont je suis pas vraiment fan. Donc encore une fois, je tiens à donner les éléments de contexte. Sur 2023, le fait est que McCollum sur séquence, sur certaines périodes de la saison, était quand même extrêmement responsabilisé, donc je le mettrais peut-être au-dessus. Ok, alors faisons comme ça. Ça marche. Très bien. Bon, ça va, on s'en sort pas trop mal pour l'instant. Petit quiz pour terminer le joueur. Nous sommes le 9 mars 2023 et c'est un match contre Dallas où il inscrit 16 points d'affilée. Et donc je vais te demander qui est sur le terrain au moment du dernier panier, des derniers points de ce run de 16 points d'affilée marqué dans le quatrième quart-temps contre Dallas. Bon, est-ce que j'ai le droit à un indice? Est-ce que le match est serré ou pas? Justement, le run aide à faire à ce que ils prennent un peu d'avance et ça le plie en fait. Ok, donc je pars du principe que du côté de Dallas, ils n'avaient pas encore décidé de tanker vu qu'ils l'ont fait à la fin, donc il y a probablement Luka. Il n'est pas sur le terrain, il devait être absent ce match-là. Donc il y a Kyrie. Oui, il y a Kyrie. Il le faisait beaucoup jouer à ma grande tristesse. Christian Wood, peut-être? Exactement, oui, tout à fait. Josh Green. Green n'est pas sur le terrain. S'ils font jouer Christian Wood, ils doivent pas faire jouer. Je dis Dwight Powell, mais j'y crois pas. Non, pas Dwight Powell. C'est Wood, le pivot, en effet. Donc, il y a qui? Tim Hardaway. Tim Hardaway, oui, il est là. Tim Hardaway, Kyrie, Josh Green. Et Wood. Il m'en manque. Non, il n'y a pas Josh Green. Il n'y a pas Josh Green. Il y a Christian Wood et il te manque un shooter qui depuis a été échangé d'ailleurs. Un shooter ancien des Spurs, de Washington. Ah, Bertans. Exactement, Bertans. Et le cinquième du côté des Mavs, ce n'est pas Laurel, c'est... Hardy. Exactement. C'est Hardy qui est sur le terrain. Alors pas le même, hein, pas celui de Laurel et Hardy. Et côté Pelicans, est-ce que tu as des noms du coup? Ce qui est bien, c'est qu'avec cette saison des Pelicans, je peux partir du principe qu'il n'y a pas Zion. Donc déjà, je suis sûr qu'il n'y a pas Zion. Il n'y a pas Zion. Je crois qu'Ingram joue à cette période, donc je dirais Ingram. Ingram joue, mais il n'est pas sur le terrain au moment du dernier panier. Bah allez, je vais arrêter d'essayer de trouver les mecs qui sont sur le terrain, je vais juste donner l'effectif, ça va être plus simple. Herb Jones. Oui, Herb Jones est sur le terrain. Valanciunas. Non, pas sur le terrain. On a un autre pivot, mais ensuite beaucoup d'ailiers. Alors, je vais pas partir sur le pivot. Trey Murphy. Oui, tout à fait. Donc il faut de la viande, il faut des mecs à l'intérieur. Indice, Eminem. Quel est le vrai nom de Eminem? Najee Marshall. Exactement, Najee Marshall. Il est aux Lakers maintenant. Exactement. Jackson Hayes. Tout à fait, c'est Jackson Hayes. En effet, voilà pour qui est sur le terrain au moment du dernier panier de ce run qui donc propulse les Pelicans devant face à Dallas. Je viens de vérifier d'ailleurs, Doncic ne fait que 27 minutes dans ce match et ensuite il joue pas quelques matchs d'après, donc il a dû se blesser dans ce match. Mais donc voilà.
Tiens, avançons, passons à troisième joueur du jour, allons sur Dorian Finney-Smith. On peut se débarrasser de son cas maintenant. 30 minutes par match pour Dorian Finney-Smith, même s'il y a 2 saisons en une, 66 matchs tout de même, 90 de true shooting plus, donc moins 10%, 10% moins efficace que la moyenne, sur un volume très très modeste de 14%. C'est vrai qu'on a affaire très simplement au vrai 3&D un peu à l'ancienne. Complètement. C'est ce que j'ai marqué dans ma préparation. C'est un peu le prototype du 3&D qui peut-être commence à être un peu passé de mode. Enfin, moi, ma question est que Dorian Finney-Smith, c'est vraiment celle du joueur qui a été transféré en cours de saison, qui est donc parti de Dallas. Ouah, je vois la transition du coup. Dallas, c'est un match de Dallas. Bravo. Du coup, qui est passé de Dallas où il y a un héliocentrisme exacerbé, du coup, autour de Luka, à une situation au niveau du playmaking. J'avais utilisé le mot aride du côté des Bucks. Là, c'est même plus aride. C'était très compliqué le playmaking du côté des Nets sur la fin de la saison. Donc, ce 3&D là, il a été vraiment en difficulté. Enfin, les statistiques de Dorian Finney-Smith en termes de tir, j'étais à lire quelques interviews, mais il était clairement plus dedans. Pour un joueur qui, au niveau du profil de tir, c'est un joueur qui prend, en carrière, 50 à 65% de ses tirs à 3 points et un tir au cercle. Enfin, c'est un joueur qui a un profil très analytique dans ce sens-là, et c'est un joueur qui était dans le premier centile en termes d'efficacité au cercle avec les Nets. 99% de la NBA faisait mieux que lui pour terminer au cercle avec les Nets. Beaucoup de difficultés pour terminer au cercle, moins en réussite au shoot, en grande difficulté parce qu'il a plus de soleil pour l'aider et pour un peu cacher son rôle offensif qui est quand même très limité. On est sur un joueur qui a jamais plus de 30% d'usage. Alors après, ça reste un défenseur élite qui a des match-ups très très difficiles, qui apporte, j'étais surpris en regardant un peu d'images, un peu de protection de cercle, qui joue un peu small ball 5 du côté des Nets, mais le fait est que cet apport est tellement abyssal dans la partie Nets du côté offensif que je ne sais pas si toute défense élite qu'il a pu prouver, ça sauve ce qu'il a fait. C'est vrai que le cas est difficile parce qu'on a deux saisons en une avec le trade et deux cas très opposés. Un peu comme Westbrook, toute proportion gardée. Mais on a une première moitié à Dallas où on a un shooter qui est proche de la moyenne en termes d'efficacité, mais c'est pas catastrophique. Voilà, c'est juste qu'il est pas très efficace, ok. Et par contre, ensuite, il va à Brooklyn, il fait, c'est une vingtaine de matchs, un peu plus peut-être, mais en étant cataclysmique. Il passe de 96 de true shooting plus, donc moins 4%, à 80 de true shooting plus, donc littéralement 20% moins efficace que la moyenne, et ça s'explique parce que, comme tu dis, il peut pas aller au panier, il peut pas trop manier un ballon ou se créer des choses, évidemment. Et en plus, son seul atout, qui était le tir, il se trouve que sur un échantillon aussi petit qu'une vingtaine de matchs d'une fin de saison, on peut avoir des résultats très aléatoires, et donc notamment 30% à 3 points sur cette période. Il vaut mieux que ça, mais il n'y a pas eu l'échantillon pour qu'on puisse avoir le temps de revenir à la normale. Mais ce qui fait que ça donne un peu cette bizarrerie dans les chiffres, où on a une première partie de saison, 40 matchs à Dallas qui sont normaux, normaux dans son rôle, je veux dire, et ensuite une deuxième partie où 26 matchs saison régulière plus les playoffs, on va dire une petite trentaine, où il est pas très efficace du tout. Après, c'est vrai que à quel point est-ce qu'il était respecté ou pas, j'ai pas l'impression non plus qu'il était totalement abandonné à 3 points sur la deuxième partie de saison, voire sur les playoffs. Il y avait encore tout de même ce côté respectabilité. C'était pas un mec qui était à 30% en carrière et qui donc n'est jamais respecté. Je trouve que lui, il avait encore ce côté un peu respecté, et donc il y a cet apport entre guillemets offensif et de l'autre côté la défense, quoi. Exactement, oui, parce que il est respecté parce que c'est un joueur qui était une efficacité au-dessus de la moyenne dans ses années à Dallas, tout ce qui est dans le spot-up, par exemple, quand on regarde ses stats en spot-up avancé. Alors, il y avait déjà une petite baisse au début de la saison avec Dallas, c'est-à-dire que, en gros, il passe 50% de son temps, enfin 50% de ses actions, c'est du spot-up, et on était passé à un joueur qui était dans le 70e centile, qui est descendu déjà au 35e dans le début de saison avec Dallas, donc petite alerte, qui est descendu au 11e centile en spot-up, la partie avec, globalement, la partie avec les Nets, elle est catastrophique. Enfin, je sais même pas comment la prendre en compte. Encore un joueur qui s'est fait opérer juste après la fin de la saison. Je sais pas à quel point ça a joué, mais c'est vrai que le peu d'apport, il y a un peu de rebond offensif aussi, mais vraiment rien en playmaking.
les rares fois il drive, vision tunnel. Alors la défense est élite, c'est vrai, pour un peu basculer là-dessus. Encore une fois, c'est un joueur qui est très très haut dans cette stade de la difficulté du match-up. Il avait les match-ups difficiles à défendre et il y a aussi cette capacité à défendre des profils très très différents. Ça, je trouve ça intéressant. Ouais. Avec, je l'ai dit, cette petite protection de cercle quand même qui existe. Alors les stats, surtout avec l'effectif des Nets, faut vraiment les prendre avec des pincettes, celles-ci au niveau de la position du joueur. Basketball Référence, là, à 12% du temps au poste de pivot, clinique de glace, là, à 28. Enfin, le fait est qu'il a beaucoup plus joué en tant que pivot, parce qu'il n'y avait pas de pivot. Enfin, la situation de pivot backup du côté des Nets, c'était un peu horrible, cataclysmique. Donc, il a un peu joué pivot backup et on peut voir ce genre de potentiel pivot small ball qui peut un peu protéger le cercle et surtout, point positif, c'est un joueur qui commet peu de fautes. Donc, la défense est belle, mais moi, je me pose vraiment la question à quel point elle peut venir sauver les 25 matchs de néant qu'on a vus. Alors, néant, je te trouve un peu dur, même si je comprends avec le côté efficacité, mais tu vois, même s'il rentrait pas ses tirs, il y avait quand même la valeur de la polyvalence défensive et de... Mais voilà, mais tu vois, même c'est vrai, il y a un autre aspect où il a toujours été génial, c'était le côté rebond offensif, à Dallas notamment. Et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas du tout les mêmes consignes du côté de Brooklyn d'attaquer autant le rebond offensif, donc on perdait cette valeur où c'était clairement pour moi le meilleur ailier rebondeur offensif depuis 2-3 ans, donc même on a un peu perdu ça. Mais voilà, ça reste le meilleur défenseur à mon avis de cet effectif, mieux que, enfin, défenseur on-ball, hein, je veux dire, face au ballon, mieux que, à mon avis, que des Royce O'Neal ou que des Michael Bridges, quoique ça peut se discuter avec Bridges. Mais du coup, je devine que si on va faire le classement, après avoir dit tout ça, on va plutôt être vers la fin alors. Tu devines bien. Du coup, j'ai eu beaucoup de problèmes à classer Dorian Finney-Smith vraiment parce que déjà les deux contextes sont totalement différents, mais vraiment en termes de joueur. Puis c'est un joueur qu'il faut pas oublier, il avait explosé avec Luka, tu vois. En gros, son explosion, c'est celle d'un joueur dans un héliocentrisme. On en avait déjà parlé dans notre émission un jour. Des joueurs qui sont formés à jouer dans ce système-là, passer à enfin je sais pas, d'un soleil à situation des Nets, c'était compliqué. Donc j'essaie de pas être trop dur, mais même en étant pas trop dur, pour moi la fourchette haute dans ce qu'on a eu dans les joueurs que tu m'as présentés, je peux pas le mettre même en fourchette haute devant Jeremy Grant. Je peux pas le mettre au-dessus de 33 pour moi. Et d'accord, ouais, ok. Et fourchette basse, je pense que ça titille. Il y a Bogdanovic qui est 37, il y a Gordon Hayward qui est 38, il doit être quelque part par là, je pense. Bon, tu m'as fait peur, je croyais que la fourchette haute c'était RJ Barrett du coup. Je me suis dit, est-ce qu'il mérite d'être dans le classement ou pas mais ça peut être une vraie question, mais en effet, oui, Jeremy Grant me paraissait, même avec Quentin Grimes, hein, moi pour le coup, je pense qu'il y a un impact offensif plus grand, ne serait-ce que le shoot, le connecting, le mouvement. Donc il apporte une certaine dose. Même tu vois, même le mettre au-dessus de Keegan Murray me paraît un peu compliqué vis-à-vis de l'efficacité. Donc ouais, on peut le mettre par là. On peut le mettre par là, à côté de Bogdanovic. Alors peut-être au-dessus ou en dessous de Bogdanovic. Je ne sais pas trop. Je dirais quand même en dessous par rapport au shoot et par rapport à l'efficacité et à la création aussi de Bogdanovic. Ouais, l'absence de création de Finney-Smith le fait descendre. Mais moi, ce que j'ai écrit dans ma fiche en base, c'est je pense qu'il finira pas dans le top 100. Je le dis comme ça, ouais. Mais je pense qu'il finira pas dedans. C'est en tout cas, ça en prend la direction. Effectivement, si on le met là, mettons-le là. Ok, très bien, mettons-le là. Je suis assez d'accord. Donc, juste devant Gordon Hayward, Buddy Hield et RJ Barrett. Mais même là-dessus, ça pourrait être argumenté. On verra les avis des suivants. Et du Discord aussi, bien entendu. Mais bref, petit quiz pour terminer. Alors, du coup, tu te doutes bien que trouver une action flashy et marquante de Finney-Smith, c'est dur. Mais alors, j'en ai trouvé une. Nous sommes le 1er mars 2023. Et c'est un dunk. Mais c'est un dunk sur Dorian Finney-Smith de Giannis Antetokounmpo qui dunk sur 2 joueurs des Nets en même temps, dont Finney-Smith. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain? Bah donc Giannis est sur le terrain, du coup. Tout à fait. Je suis désolé, j'ai oublié la date, c'est en mars, c'est ça? Ouais, 1er mars. Ouais. 1er mars, et on va partir du principe que... Donc c'est après la trade deadline, on est du côté des Nets, donc il y a peut-être Bridges qui est déjà arrivé. Michael Bridges est sur le terrain, en effet. Claxton. Oui, c'est lui qui se fait aussi dunker dessus. Il est censé être en 2e rideau, mais il dunk sur les 2 rideaux. Du coup, Finney-Smith, Claxton, Bridges. Léon, peut-être que je vais avoir un 5 de départ, donc on va dire Dinwiddie. Oui, tout à fait. Et Royce O'Neal. Non, l'autre. Cam Johnson.
Exactement, Cam Johnson, tout à fait. Donc le jeu du côté des Bucks, c'est de savoir est-ce que Chris Middleton est revenu à ce moment-là. Je vais le dire, mais je sais pas s'il est revenu, donc je vais dire Chris Middleton. Oui, il est là. Alors, techniquement, en fait, c'est la vidéo qui date du 1er mars, mais je vois que le match est du 28 février. Donc, mais oui, il est déjà là. Il est là. Ok. Giannis, Middleton. Allez, Jrue Holiday va me porter chance. Jrue Holiday. Non, il n'est pas sur le terrain. C'est son backup. Javon Carter. Tout à fait. Javon Carter est sur le terrain. Brook Lopez. Non, toujours pas. toujours pas. Ah, il veut pas être avec moi. Bobby Portis. Non. On a un autre poste 4 qui venait d'arriver, comme Michael Bridges, de la même équipe. Ah, l'homme du second tour, Jay Crowder. Exactement. Jay Crowder est là. Et le dernier, c'est un joueur de baseball. C'est pas un jeu de mots, hein, il a vraiment hésité à jouer au baseball aussi. Est-ce que ça te parle? Alors, ça ne me parle pas. Ah, les références NFL vont tout de suite plus parler. Je l'ai pas. Un ancien de Portland. Il a démarré à Portland et ça fait quelques années qu'il est aux Bucks. Très athlétique. Ah, Pat Connaughton. Exactement, Pat Connaughton, tout à fait. Qui a failli être un joueur de baseball, apparemment. Bon, après, les drafts de baseball, c'est spécial. Hein. Il y a 14 000 tours. Parfois, ils draftent des gens qui n'ont jamais joué au baseball, juste au cas où. Avançons. Bah tiens, quatrième cas abordant celui de Josh Giddey. Là aussi un cas un peu compliqué. 31 minutes de jeu pour Josh Giddey, 76 matchs, 92 de true shooting plus, donc moins 8% par rapport à la moyenne, sur 25% d'usage. Donc plutôt un bon volume, hein, 26 même quasiment selon Cleaning the Glass presque. Question très simple, est-ce que pour toi il mérite d'être dans le top 100 ou pas? Je pense, alors je dis pas ça parce que c'est moi aujourd'hui, mais je pense que c'est un des joueurs les plus difficiles à classer que tu dois avoir de la liste. T'as pas eu une cuvée facile. Parce que, alors déjà, il est au carrefour de plein de biais. Josh Giddey, alors d'abord, le biais de jeunesse, ça peut être très tentant de le surévaluer parce que c'est un des plus jeunes joueurs, j'avais lu, je crois, un des 25 plus jeunes joueurs de la NBA. Et du coup, comme la règle, c'est 2023, il faut regarder sa saison 2023. Ensuite, il y a aussi le biais du fait que ce qu'il fait, ça peut être esthétiquement beau, c'est-à-dire que sa vision de jeu qui est, pour moi, je pense, son plus gros point fort, celui d'être un deuxième porteur de balle qui est capable de trouver des passes parfois un peu spectaculaires. Notamment, j'ai revu quelques passes à une main, etc., qui font, je crois que tu l'avais mis sur Twitter. Je crois que c'était toi. Alors, je t'attribue un travail par rapport aux sorties de balles et au fait sur les touches d'être très, très efficace. Mais de l'autre, défensivement, je sais pas qui doit défendre. En fait, je sais pas si on sait du côté d'OKC qui doit défendre en termes de poste. En termes de réussite près du panier, c'est très compliqué. Alors, il y a les flotteurs qui lui sauvent la vie, mais il est pas très efficace près du panier. C'est extrêmement gênant pour un joueur qui est surdimensionné par rapport à son poste. Le shoot extérieur est pas vraiment là. Donc, ça fait beaucoup de choses. Il y a une progression au niveau du shoot extérieur. J'entends la progression, mais il part de très loin. Donc, moi, j'ai beaucoup de questions vis-à-vis de son profil. Je trouve qu'il est tellement atypique à classer parce que de l'autre, il y a du playmaking, il y a du rebond. Mais, en fait, les principales cases sont pas cochées. Oui, c'est un profil très, très atypique et très polarisé. Polarisant, je ne sais pas, peut-être aussi, mais il y a une grande force qui est le passing, évidemment, et qui est très très forte. Et de l'autre côté, il y a aussi des faiblesses qui sont à un niveau, non pas inquiétant, mais relativement bas par rapport du coup au passing. Donc on a ce grand écart, et maintenant c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on en fait de ce grand écart. Comment est-ce qu'on mélange tout ça et quelle recette on arrive à en tirer. C'est vrai que je pense que l'efficacité est un problème, en effet. Même si on n'est pas sur un profil de score, donc son attrait n'est pas que là. C'est pas comme justement d'autres scoreurs qui sont à gros volume mais ne font que ça, et du coup comme ils ne sont pas efficaces, c'est un peu dérangeant. Là c'est pas totalement le cas, mais en effet on peut pas non plus occulter le fait que bah oui, sur drive il est parmi
Bon, gros volume de drive, mais du coup, parmi les gros drivers, il est 45e à l'efficacité sur 48. 45 sur 48. Avec derrière lui, je crois qu'il y a que Terry Rozier ou deux ou trois noms comme ça qui sont pas jolis. Voilà. C'est pas la bonne compagnie. C'est pas le bon voisinage, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est un peu dérangeant. Le fait que le shoot, il ait un peu de shoot, mais je suis pas sûr qu'il soit respecté, pas totalement. Après, pourquoi est-ce que je l'ai mis pourquoi, en tout cas pour l'instant, c'est qu'il y a un côté où, tu vois, il a pas l'efficacité sur drive, mais il fait partie d'une équipe qui drive énormément, dont toute la philosophie offensive est basée sur le drive. Et même si lui ne va pas souvent au panier pour y conclure ou quand il y va, c'est pas efficace, je trouve qu'il y a cette valeur où derrière Shai Gilgeous-Alexander, c'est lui le deuxième moteur de drive de cette équipe qui fonctionne beaucoup sur la création collective à partir du drive. Et donc forcément avec ce passing, je me demande à quel point est-ce que ça n'a pas aussi une belle valeur en fait. Mais clairement, parce que il crée quand même énormément et ça a beaucoup de valeur. On en parlait peut-être de ce manque de création quand on parlait de Jrue Holiday. C'est un joueur qui crée les angles de passe en fait. Ou crée les passes, je sais pas comment trop l'expliquer par rapport à ce qu'on a pu dire d'un Jrue Holiday, et qui se sert beaucoup de sa vision de jeu et qui sait déjà manipuler les défenses, ce qui est très fort. Et là, j'allais tomber dans le biais en disant 20 ans, mais non, sauf qu'il faut pas prendre l'âge en compte ici. Donc, il sait déjà extrêmement bien manipuler les défenses. Et tu l'as dit, dans une équipe qui drive beaucoup, ça a de la valeur avec le mouvement de balle, le mouvement des joueurs d'OKC, d'avoir quelqu'un qui est capable de trouver ses angles de passe et de vraiment créer ses passes pour des joueurs qui vont cutter, etc. Sachant qu'en plus, lui, il cut beaucoup aussi. On n'a peut-être pas dit ça, mais c'est un joueur qui est assez bon en cut et qui, en fait, il est bon loin du ballon, sauf quand il s'agit de shooter. Ce qui est difficile du coup à apprécier parce que souvent, c'est ce qu'on va juger à l'œil en premier. Donc ça a une valeur, je suis d'accord avec toi. Après, le profil est tellement atypique. C'est-à-dire que quelle valeur tu peux donner, par exemple, au fait d'avoir cette vision de jeu-là, sans être quelqu'un qui va sanctionner de manière très efficace. Comment tu peux donner de la valeur à être très bon dans les cuts, sachant que c'est quelque chose, je tombe dans un de mes biais, où est-ce que tu peux reproduire ça pour un joueur qui est censé être pas un intérieur, etc., ni un ailier, d'être si bon sur les cuts? Quelle valeur ça a quand tu fais pas très bon au tir? Quelle valeur ça a aussi de ce rôle de création quand ton premier pas, il te permet pas de faire beaucoup de différence? Enfin, la mise en contexte est un peu difficile. Oui. Et après, la question, c'est... Tu vois, parce que le modèle un peu classique, ce serait une comparaison avec Kyle Anderson au début. Je pense que Guidé a un peu plus de passing génial, on va dire, que Kyle Anderson au même âge. Mais, en même temps, la différence, c'est aussi la défense, en fait. Parce que Kyle Anderson, très très haut niveau de passing depuis qu'il est arrivé en NBA. En plus, il était meneur à l'époque à UCLA. Donc, il avait le bagage. Mais l'intérêt de son profil, c'est qu'il a aussi pu survivre en NBA, à mon avis, Anderson, parce que grand, long, très très long, et sur un poste d'ailier, il s'est réinventé. Il est passé de meneur à NCAA à ailier, un peu à tout faire en NBA. Point forward, comme à une époque on disait. Mais voilà, le côté défensif et ce côté taille et envergure de bras a aussi aidé, je pense, à ce qu'il survive en NBA malgré le manque de shoot, malgré le manque de dangerosité au scoring. C'est vrai que dans le cas de Josh Giddey, on parle pas de survie en NBA, je pense qu'il va se développer, il est encore très jeune, etc. Mais je pense que ce qui peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, c'est à quel point est-ce qu'on pondère sa défense et à quel point, je te pose la question, à quel point tu penses que sa défense est bonne ou pas bonne? Pour moi, il y a un élément dans son attaque qui se retrouve dans sa défense, c'est vraiment le manque de physicalité. En fait, c'est-à-dire que globalement, dans le profil physique, à part être grand, dans toutes les catégories, enfin, si on était sur un jeu vidéo, il serait en dessous de la moyenne un peu partout. J'ai déjà dit, le premier pas, je trouve qu'il subit beaucoup les contacts. Alors, c'est là où l'exercice est difficile, c'est juger la défense d'un joueur de cet âge-là. C'est assez compliqué, mais moi, je trouve que, en fait, c'est là où ça met en valeur tous ses défauts. J'ai parlé de la physicalité, j'ai parlé peut-être de l'intelligence défensive, même si je trouve qu'il s'améliore. Je trouve que de ce que j'ai vu, alors je suis pas la personne qui a le plus vu OKC, je vais être totalement honnête, entre sa saison rookie et sa deuxième année, il y a une progression à ce niveau-là, mais pour moi, je l'ai dit un peu en introduction de son profil, ma vraie question défensive, tu vois, c'est il défend qui en fait? Parce que il est pas assez rapide, les mouvements latéraux sont pas assez rapides pour défendre des petits, et j'ai parlé de physicalité, il peut pas défendre des ailiers, donc il défend sur qui? Oui, surtout il a la taille, mais du coup il a un peu
comment dire, le contre-coup de ça, c'est qu'il n'a pas une vitesse latérale très bonne. Donc, il n'a pas non plus la taille à ce point pour être vraiment placé sur des ailiers. Et il est quand même assez vulnérable à des départs explosifs et des arrières un peu explosifs. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Je pense qu'à terme, ça pourrait être un bon défenseur positionnel, on va dire, et qui en plus peut apporter potentiellement du playmaking défensif, à mon avis, parce qu'un joueur aussi intelligent, il y a moyen de faire ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça y est pas. Ça n'y est pas, donc obligé de le prendre en compte. Et donc, sauf si tu me dis si tu as d'autres choses à rajouter sur ce portrait. J'ai juste une stat moi qui m'avait fait un peu tiquer. C'est une stat très avancée, mais c'était encore de B-Ball Index qui était sur la passing efficiency. En fait, c'est la capacité d'un joueur à faire du playmaking, mais en prendre soin de la balle, etc. Si tu veux. En gros, j'ai pris les joueurs jeunes. Le premier, c'est Tyrese Haliburton. Voilà, ça vous donne une idée de la stat, en gros. La stat est bonne, c'est bon. Sur les 105 joueurs qualifiés, il était 96e. Et en fait, en regardant encore des images, je me suis dit que ce côté passeur génial dont tu as parlé, il est encore au stade de sa carrière où parfois ça lui coûte. En fait, il va chercher, allez, je vais reprendre une comparaison NFL, il va forcer des passes dans des fenêtres qui n'existent pas, parfois. Ouais, c'est qui? C'est Jameis Winston Exactement. C'est Jameis Winston. Il force des passes dans des fenêtres qui n'existent pas et parfois c'est génial, mais il y a un peu le contre-coup de ça. Donc c'est peut-être à remettre je sais pas, en contexte. Oui, c'est vrai. C'est vrai que même sur la stat très basique du turnover percentage, on est 14%, c'est quand même assez haut. Donc oui, ça c'est. Après, ça fait aussi partie du profil de passeur de prendre des risques, mais effectivement, on est aussi obligé de dire que bah oui, il y a quand même les mauvais côtés de facto. Donc oui, en effet. Et donc je suppose qu'on va être pas loin de la fin du classement encore une fois. Alors. Bah en fait, c'est marrant, c'est que là j'hésite du coup sur mon classement des 5 parce que tu as peut-être réhabilité un peu Dorian Finney-Smith pour moi et de l'autre Guidi. Truc Guidi, c'est que moi j'ai écrit dans mes notes aussi que genre tu peux venir et tu peux me défendre le fait qu'il est 3e de aujourd'hui. Enfin, c'est un peu compliqué comme positionnement, mais je pense qu'il y a un monde où quelqu'un peut penser en écoutant ce podcast qu'il est 3e. Au niveau du classement, là, je pense qu'on est dans les mêmes eaux que Dorian Finney-Smith, je pense. Ouais. Je pense même qu'ils seraient peut-être l'un après l'autre. Donc aux alentours de la place de Bogdanovic, ouais, de 30. Du coup, ça a décalé d'un 39e. Oui, donc on enchaîne Dorian Finney-Smith, Bogdanovic, ensuite Finney-Smith, ensuite Josh Giddey et ensuite Hayward, du coup. Quoique même, tu vois, Hayward pas une grande saison d'efficacité, mais quand même plus que Josh Giddey, avec du passing pas de même niveau, mais tout de même un peu, du spacing. Ah non, il est au-dessus, Hayward. Je sais pas ce que t'en penses, on peut même intercaler Hayward entre les deux. Ok, bah faisons ça. Et si on devait aller, ça c'est la place où on le met, et si on se dit, allez, pondération positive, quelle est la fourchette haute de quelqu'un qui va pondérer positivement ses qualités et avoir une vision plus positive, jusqu'où ça pourrait monter, par exemple? Alors, je pense que si on écoute une partie de Twitter NBAFR qui a le biais de jeunesse, tu vois, moi c'est mon combat, le biais de jeunesse, ouais. Je pense qu'ils vont te dire 20, mais je dirais Capella peut-être, aux alentours de la 30e place, etc. Donc au-dessus un peu du groupe de 3&D et de roleplayer 3&D en fait. Ouais. Exactement. Si, pour moi, plus que vraiment le tir de loin, c'est fini au cercle. Parce que vraiment, si tu finis au cercle, avec ta capacité de passe, ça, et le fait que tu sois plus grand que ton vis-à-vis, ça va ouvrir beaucoup de choses. Mais finis au cercle, vraiment. Et provoque des fautes aussi. Après, je sais que je suis pas forcément, je pense que je suis un peu en dessous de la moyenne sur le joueur que je vais citer, mais ça me paraît pas non plus fou par rapport à Tyrese Maxey, de se dire une évaluation positive de Giddey, de par le passing, de par la création, versus Maxey qui est plus efficace, mais beaucoup plus un rôle de finisseur ou en tout cas de complément. J'arrive à voir quelqu'un si quelqu'un vient m'argumenter une version positive de Giddey, j'arrive à le voir, mais nous pour l'instant mettons-le là, si ça te va avec Hayward. Oui, effectivement. Du coup, il pourrait glisser lui aussi du top 100 alors. Éventuellement. J'ai vraiment eu les fonds du tiroir. Du coup, j'ai 2 joueurs qui vont plus rester. C'était pas fait exprès. Effectivement, avant de les réétudier, je pensais qu'ils seraient plus hauts. Mais en effet. Bah après, je t'ai réservé aussi un top.
Un très très top, on va y arriver. Merci. On va y arriver. Donc petit quiz pour finir, nous sommes le 5 janvier 2023, 5 janvier. Une passe de quarterback de Josh Giddey contre Orlando, c'est pour toi, une passe de quarterback. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette passe tout terrain à une main de Josh Giddey pour OKC contre Orlando? J'espère qu'il y sera quand même chez Gilgeous Alexander. Il y est. J'espère. Non, il n'est pas sur le terrain. Ah, il y est pas. Lukensdorf. Dort est sur le terrain, oui. Il met le 3 points à la fin de l'action. Alors, si vraiment j'étais un mauvais joueur, je te dirais Williams et tu m'en prends un des trois, du coup. Mais exactement. Mais lequel Mais alors? du coup, c'est ça. Celui qui Williams. fait la connexion. Non, celui qui fait la connexion entre la passe et le shoot. Donc, petit indice chez vous. Qui est le connecteur entre des Williams? Ah, Jalen Williams. Non, c'est l'autre. C'est du coup le troisième. Ah, je dois retravailler ma prononciation. Du coup, Jalen Williams. C'est ni le J ni le J. Attends, c'est ni l'un ni l'autre. Non, il y a un troisième Williams dans l'équipe. Ah, Kenrich Williams. Exactement. Oui. Oui. Oh, tout à fait, ouais. C'est Kenrich qui reçoit la passe, et non pas AJ Green, hein, non pas un receveur NFL, mais c'est Kenrich Williams qui reçoit la passe. Et il t'en reste deux. Alors, il y en a un, son frère, il a été drafté numéro 1 par Minnesota à l'époque, en 2014. Wiggins. Oui, exactement. Aaron Wiggins. Tout à fait, Aaron Wiggins. C'est pas du tout son frère, mais petit indice. Il y en a un autre, son frère, il joue aux Clippers. Il joue aux Clippers en tant que meneur arrière défensif. Ah, et il va se faire trader bientôt. Treman? Exactement, Treman. Le frère de Terrence Mann. Enfin, pas du tout le frère, mais c'est juste un homonyme. Et côté Orlando, ça va être marrant aussi. Est-ce que tu as des noms? Bon, alors je vais partir du principe du coup qu'il n'y a pas Banchero, il n'y a pas Wendell Carter, il n'y a personne du coup. Je vais chercher les mecs du fond du banc. Il y a Banchero. Ah, bon, il y a Banchero. Franz Wagner? Non, malheureusement non. Ça s'arrête là, les gros noms. Ok. Markel Fultz? Non, ce n'est pas lui le meneur, c'est un autre meneur. Cole Anthony? Exactement, fils de Greg Anthony d'ailleurs, l'ancien joueur d'Enix, je crois. Gary Harris? Non, pas Gary Harris, on a un arrière. Comment te faire deviner? C'est le lieu de vacances des New-Yorkais, hyper riches. Ça te dit ça? Ah, les Hamptons. Exactement. RJ Hampton. Tout à fait. C'est RJ Hampton qui est là. Nous avons un pivot qui a été envoyé aux Lakers, notamment. Mo Bamba. Exactement. Et puis, nous avons un dernier qui est à égalité avec Vince Carter en tant que plus de points des Raptors. Je crois, ou alors DeRozan est passé derrière, mais je crois qu'à l'époque, il avait égalé le record de Vince Carter. Un match à 50 points totalement invraisemblable, Terrence Ross. Exactement, Terrence Ross. Donc le line-up de Orlando, il sent bon, on va chercher le Victor Wembanyama. Cole Anthony, Banchero, Hampton, Ross et Bamba. C'est peut-être d'ailleurs un bon argument pour faire remonter Banchero dans la liste, du coup. Mais bref, et donc passons au plat du jour tout de même, parce que QV, effectivement, la QV n'est pas géniale, mais tu as tout de même un très très gros morceau que celui de Joel Embiid, bien entendu. Donc Joel Embiid, 34 minutes de jeu par match cette année, 66 matchs, 113 de true shooting plus, énormissime, sur 37% d'usage aussi, c'est pas loin d'être un record, un énorme volume d'utilisation. Pour te lancer très simplement, qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dit sur la saison de Joel Embiid? Tout a été dit, je pense. Ouais. Tout a été dit entre le débat un peu exagéré sur le MVP, sur sa sortie en playoff, sur la propagande vraiment MVP. Je pense que ce qui a peut-être pas été dit, ou ce qui a pas été assez dit, c'est le changement de paradigme, peut-être, d'Embiid, qui est passé petit à petit d'un joueur ce qu'il était beaucoup au début de sa carrière en NBA, c'est-à-dire un joueur de post-up. Il jouait 36,5% de post-up il y a 2 saisons, en 2020-2021. Un joueur qui joue beaucoup d'ISO, avec notamment le pick and roll avec Harden, où il prend beaucoup de ballons dans le elbow.
Et je pense que ça, on n'a pas assez insisté là-dessus parce pour moi, la saison de Embiid, c'est aussi peut-être la saison d'un changement de profil offensif. Et là où on peut avoir toutes les limites qu'on veut, parce que effectivement, moi aussi, j'ai fait des petites recherches au niveau de l'usage. Et pour un pivot comme ça, il n'y a pas de précédent en fait de mec qui a autant d'usage. Et il y a une grosse question pour moi vis-à-vis de ça, de la manière en quoi ça résulte peut-être dans ses échecs en playoff. Mais je pense qu'on n'a pas assez insisté sur ce changement de paradigme. Oui, effectivement, on a depuis l'arrivée de Daryl Morey, on a transformé même la moitié de ses possessions de post-up, on les a recentrées en isolation au centre du terrain, justement parce que il y a plus d'espace, il est face au jeu, en plus il a un pull-up, donc ça marche. Et effectivement, j'avais fait un podcast là-dessus à Noël dernier, je crois, sur le vrai total de 1 contre 1 de Joel Embiid quand tu ajoutes un peu les deux domaines, et on était sur des même à l'époque, hein, donc c'était sur la saison 2022, sur des totaux de post-up plus isolation qui étaient historiques, qui étaient comparables quasiment à ceux de James Harden à l'époque Rockets. Donc c'est ce que tu commençais à dire aussi, c'est finalement on a un énorme volume de situations de 1 contre 1, de vrais 1 contre 1 entre guillemets, mais ça pose peut-être la question de la flexibilité alors. Complètement, parce que c'est Embiid qui l'a dit lui-même dans une interview que j'ai été rechercher par rapport à ce changement de profil, en disant que tout simplement il pouvait plus poster autant parce que dans le texte il avait dit it's not the freaking 80s and 90s anymore, qu'en gros c'est plus les fichus des années 80 ou 90, mais il y a un gros problème par rapport aux capacités de playmaking pour moi, parce qu'en fait Embiid il est dans une classe, il va être très haut dans le classement, je spoil, il est dans une classe de joueur NBA où le playmaking, juste être correct ou être au-dessus de la moyenne de son poste au playmaking, c'est pas suffisant en fait. Et pour un joueur qui joue autant de situations de 1 contre 1, comme tu l'as dit, moi j'ai des vrais problèmes avec sa capacité à créer pour les autres, qui est honnête, qui s'améliore, je pense, qui est peut-être, il a jamais été aussi bon dans ce domaine-là, je crois, je pense, mais c'est pas suffisant pour un joueur qui joue autant de 1 contre 1, selon moi. Oui. Et tant que ça sera pas un peu mieux, son assurance vie, c'est de détruire son vis-à-vis, en fait. Et arrivé à un moment, je pense que les match-up en playoff l'ont pas aidé, ça suffit plus. Disons que c'est un contexte de jeu, les post-up et les isolations, où tu as besoin de beaucoup d'espace et tu as besoin de place pour opérer. Donc ça apporte aussi, pour ça qu'on parlait de flexibilité, ça apporte aussi des situations un peu plus stable, j'allais dire, mais plutôt fixe. Il y a peu de mouvement en fait, parce que tu as aussi besoin de lui laisser la place. Et comme en plus, comme tu dis, le passing est bon en développement, mais pas non plus génial. C'est vrai que ça crée pas la même synergie, parce que du moment où tu arrives en playoff, c'est plus facile c'est pas que c'est plus facile, mais les défenses sont meilleures et se permettent de prendre plus de risques pour apporter des aides autour du post-up ou de l'isolation pour boucher le terrain. Et il a pas encore forcément le passing pour en tirer profit. Après, on n'a pas eu non plus un coaching de grand niveau pour voilà. Il y a une époque avec Brett Brown, on avait des JJ Redick qui lui tournaient autour, on arrivait à construire un peu plus de synergie offensive. Là, c'est vrai qu'on l'a pas trop eu. Donc, je sais pas aussi à quel point ça peut être mis à son crédit, ou en tout cas pas à son discrédit. Mais après, tout de même, pour faire un peu un point positif et quand même commencer par ça, l'efficacité de 113, donc plus 13% par rapport à la moyenne d'efficacité sur un tel volume, c'est déjà en soi plus 13% pour un créateur, c'est assez énorme, vraiment énormissime. Mais en plus, donc, sur un volume qui est faramineux, et en fait, dans l'histoire, on n'a jamais eu quelqu'un qui avait un tel volume et aussi efficace. Voilà. Minimum 37% d'usage, on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi efficace. Si on descend un peu la barre du volume, oui, on va retrouver des gens, mais c'est vrai qu'on est vraiment sur ce côté machine à énorme volume, qui en plus a un rendement d'efficacité très très bon. Et c'est vrai qu'on est obligé de noter les nuances qu'on a vues apparaître surtout sur la fin de saison. Mais tout de même, commençons par expliciter le principal. On est sur un des tout meilleurs attaquants de NBA et tout meilleur joueur de NBA, évidemment. Complètement. Enfin, cette espèce de tir qu'il a créé à mi-distance, tu parlais de les situations où on lui laisse beaucoup d'espace, il part du coude. Cette espèce de tir où il enchaîne les jab steps, il y a des feintes. Et le tir à mi-distance, il est automatique, en fait. Enfin, il a progressé à ce niveau-là. Et au poste haut, il y a une sensation c'est irréversible, en fait. Il va marquer. C'est vraiment très, très impressionnant, cette progression qu'il a à ce niveau-là. Et évidemment, j'ai un peu pinaillé sur le côté playmaker, etc. Mais c'est,
offensivement, parce que moi, du coup, je me fais de l'auto-promo, quand on fait le DH20, moi, j'ai tendance à, d'un côté, faire le classement offensif, faire le classement défensif. Pour moi, il était dans le top 5 des saisons offensives, largement. Enfin, c'est une saison offensive historique qu'il a eu en 2022-2023. À part peut-être la propension à faire des pertes de balles. Enfin, je veux dire, même dans le domaine des lancers francs, il est presque à 86% de réussite. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va attirer les fautes et qui en plus va les sanctionner. Non, il y a un côté dominateur en fait. Peut-être que l'impression de domination, il est peut-être numéro 1 de ce classement-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment sur la saison régulière, il y a une impression de domination totale qui est peut-être à contrebalancer. Je fais un salut à Amine du coup, qui est passé ici, par le fait que tout avait été mis au diapason pour que du coup le mettre dans les positions pour avoir le MVP à un moment. Je sais que c'est quelque chose quand même bien dire Amine, mais c'est vrai qu'il a été incroyable. Et là où parfois il y a cette espèce d'effet de bascule, parfois oui, il est moins efficace en attaque, mais ça reste aussi une force défensive extraordinaire. Oui, et sur le autre point aussi, alors je sais que beaucoup n'aiment pas, mais une machine à lancer franc, vraiment assez impressionnante, avec une stat que j'aime bien, c'est le shooting foul percentage, à quel point tu arrives à provoquer des fautes pendant une tentative de tir, et non pas en général, mais pendant une tentative de tir. Il est 6e de NBA. C'est voilà, à côté d'autres qui ne font que des dunks, et lui il ne fait pas que des dunks, et c'est ça aussi qui est impressionnant. Et même en termes de volume, là c'est un pourcentage par rapport à quand il tire, mais même en termes de volume, on est sur un énorme shooter de lancer franc. Et c'est aussi pour ça que voilà, Joel Embiid est un cheat code. Enfin, c'est pour ça qu'à l'époque, moi je gueulais sur tout le monde qui disait non mais en Wiggins c'est meilleur à la draft. Je dis, non mais vous comprenez pas qui est Joel Embiid en fait. C'est un spécimen physique avec du toucher de balle, avec des instincts de jeu. C'était un truc assez dingue. Et là on a comment dire, l'accomplissement de ce potentiel depuis 2-3 ans. Si Jokic n'existait pas, on parlerait aujourd'hui d'un triple MVP. Voilà, en termes de statut et de vision, ça changerait les choses aussi. Je sais pas, mais après c'est vrai qu'il y a aussi des nuances et on doit les faire. C'est un très très bon attaquant pour lui-même, mais comme on a dit, c'est pas un moteur offensif comme d'autres peuvent l'être. C'est-à-dire que il ne va pas porter l'équipe quand il est sur le terrain un peu à lui tout seul. L'attaque que tu vas créer autour de lui ne va pas aller aussi haut que certains autres, sans même citer Jokic, hein, mais voilà, tu vois, par exemple, l'attaque que avec James Harden ou que avec Embiid, c'est la même chose. Donc on a ce côté moteur offensif où il est un peu moins bon à cause du passing sans doute. Et puis sur le point de la défense, c'est vrai qu'on en avait parlé avec Amine aussi quand il était venu, non pas sur la syllabe mais pour faire les stats de la saison des Sixers. Et c'est vrai qu'on était ressorti un peu déçu de sa saison défensive, d'autant plus d'ailleurs qu'on a vu qu'en play-off, le début de série contre Boston avant qu'il soit fatigué et qu'il perde un peu l'endurance etc., il était monstrueux. On avait le vrai Joel Embiid. Et c'est d'autant plus frustrant du coup d'avoir eu cette année quelqu'un qui essayait largement moins et qui, sur à peu près tous les chiffres, et a eu quand même moins d'impact en protection du panier que ce qu'il pouvait avoir sur certaines très très bonnes saisons. Après là, je me demande s'il n'y a pas des limites physiques, tout simplement, quand on est à ce point responsabilisé en attaque. Ouais. Enfin, j'ai été me faire les 10 plus grosses saisons à l'usage pour un pivot depuis 80, selon Basketball Référence. Il y en a 6 d'Embiid sur les 10. donc, je pense qu'il y a un moment, surtout pour un joueur qui a des objectifs peut-être en playoff, clairement, il n'était pas à fond en défense. Et je reviens vraiment sur ce que tu as dit sur pour moi, cet ajustement naturel se fait vraiment en playoff où, ok, on insiste beaucoup, et moi le premier, sur la perte d'efficacité peut-être en attaque, mais il faut revenir sur le fait que défensivement, il fait partie de ces quelques joueurs, ces protecteurs de cercle qui changent la manière de penser des attaquants en fait. C'est-à-dire que les attaquants, ils changent leur manière d'attaquer quand ils voient Joel Embiid sur le terrain, tout simplement parce qu'il faut aussi rappeler qu'il est complètement massif. En termes physiques, ça n'existe pas, un profil comme le sien. Donc, ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte parce que je pense qu'on a tendance à... Je comprends votre déception par rapport à sa protection du cercle, mais je me dis que de 1, c'est pas ce qui... on peut pas lui demander, vu l'usage, de le réaliser pour ce qui est de la saison régulière, et de 2, c'est quelque chose qui remonte en fait. Si ça avait complètement disparu de son jeu, je m'inquiéterais, mais par séquence, on voit, notamment en play-off, qu'il est capable de le faire, donc je m'inquiète pas trop. Ah oui, mais encore une fois, en play-off, c'était absolument... c'était phénoménal. La série contre Boston, c'est phénoménal, le début. À la fin, il n'y a plus de jus, mais au début, c'est incroyable. Et là où c'est intéressant, c'est que en effet, il fait plus
des petits efforts. Et comme tu dis, il n'y a qu'une certaine dose finie d'énergie à dépenser. Donc, plus tu augmentes l'usage offensif, moins il en reste pour la défense. Mais là où c'est intéressant, c'est que du coup, au niveau de l'efficacité au panier, quand lui est sur le terrain ou quand lui est pas proche du panier, on a des chiffres vraiment très, très communs, assez loin du niveau d'élite de Embiid. D'ailleurs, sur la perte d'efficacité infligée au panier, il est pas très bon, alors qu'avant il était élite. Seulement autour de moins 2% cette année, alors qu'il nous a habitués à beaucoup plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que par contre, il a toujours un côté intimidation. Donc c'est là-dessus où je pense que, et on le voyait en match, où de par sa présence, il a toujours de très bons chiffres de fréquence, pas d'efficacité, mais de fréquence de tir au panier autorisé. Il a toujours ce rayonnement d'intimidation. Les gens s'approchent, le voient, ils vont pas forcément prendre le tir. Par contre, c'est vrai que la petite nuance, c'est que, contrairement peut-être à avant, quand l'adversaire ose prendre le tir, il fait plus autant qu'avant, ou avec autant de vivacité, ou avec autant d'automatisme. La réaction pour contester le tir, ou pour aller contrer le tir, ce petit effort, il le fait plus, mais je suis d'accord avec toi qu'on n'est pas non plus... C'est pas une chute de niveau défensif extraordinaire, et ne serait-ce que son impact d'intimidation est encore là, et c'est ça aussi c'est là qu'est la valeur aussi. On est encore toujours sur plus du 81e centile en termes d'intimidation et de fréquence de tir autorisé au panier. C'est encore très très bon en fait. C'est ça, moi quand je fais mes espèces de catégorisation sur les profils défensifs, quand je mets mes notes, même être un défenseur, protecteur de cercle, élite ou qui s'approche de l'élite, ça a tellement plus de valeur que le reste que cette petite baisse-là, alors certes elle existe pour un Embiid, mais elle va pas compenser en fait la progression, parce qu'elle existe, la progression offensive qui est folle pour un joueur, comme tu l'as dit, qui a un volume tellement important qu'on est sur une saison historique d'un point de vue offensif. Donc je pense vraiment l'aspect défensif, je ne me fais pas d'inquiétude. Après, oui, il est moins dans la contestation. Moi, je pense qu'il y a une notion de coups et peut-être d'éviter les coups c'est usant physiquement, et pour un joueur qui, et on le répète assez, arrive rarement en play-off en bonne santé et finit surtout jamais les play-offs en bonne santé, ça peut être important de faire ces petites économies-là. Donc effectivement, quand tu juges la saison 2023, globalement aussi juger la saison de Joel Embiid, c'est se dire à quel point il était à la chasse, ou en tout cas à quel point il a été recherché le MVP, quitte à modifier son jeu, et aussi l'équilibre difficile entre saison régulière et play-off, parce que si tu donnes beaucoup de valeur à cet aspect défensif-là et que tu donnes beaucoup de valeur à la saison régulière, effectivement, tu vas lui faire payer un peu ce qu'il a montré, c'est vrai. C'est un compromis qui peut être intéressant, comme tu dis. C'est un calcul qui peut se voir. Et donc, niveau classement, où est-ce qu'on le projette alors ? Pour moi, c'est assez simple, il est 2. Ok. Donc pour l'instant, on a Jokic en numéro 1 et Kawhi en numéro 2 actuellement, et tu le mettrais entre les deux. Kawhi, c'est difficile. Kawhi, c'est compliqué. Nous, on a fait une espèce un subterfuge, une règle pour l'inclure sans l'inclure. Je t'avoue que tu m'as fait, et je suis pas le premier dans ce cas-là, donc en fait tu es un peu le tueur du DH20, parce que on va dans le Basket Lab et on remet en cause notre DH20. Moi, tu m'as fait beaucoup repenser à mon DH20, et je pense que j'ai été trop dur avec Embiid, parce qu'en retravaillant le dossier sur 2023, la saison régulière est trop dominante offensivement pour qu'il soit... alors c'est hors de question qu'il soit derrière Jaren Jackson. Oui, ensuite, évidemment. Il peut pas être derrière Jason Tatum, et tout simplement, j'avais dit que la constance était importante pour moi. Le fait d'être sur le terrain, ça y est aussi. Donc, je peux pas le mettre derrière Kawhi. Donc, pour moi, c'est 2 sans trop d'hésitation. Oui, je suis assez d'accord. Je suis d'accord. Même si je pense que si je devais avoir le choix de construire une équipe, peut-être que je pencherais pour Kawhi Leonard s'il n'était pas blessé. Peut-être un biais j'aime bien les porteurs de balles, moi. Et je pense que c'est plus facile de créer une certaine synergie avec un porteur de balles en attaque. Mais ouais, le niveau d'efficacité est trop énorme, et en plus la défense, parce que voilà, Kawhi Leonard ou même Tatum qui est encore performant en défense est plus régulier peut-être qu'un Kawhi Leonard, mais sur un poste d'ailier c'est quand même pas le même impact qu'un Joel Embiid. Donc pour moi il est 2 assez naturellement aujourd'hui, donc on est d'accord. La question sera peut-être avec d'autres candidatures, est-ce que certains peuvent l'embêter pour cette place de numéro 2, mais on verra ça plus tard. on verra. Ok, eh bien, petit quiz pour terminer alors. Nous sommes encore en janvier, le 16 janvier 2023. C'est un magnifique poster dunk de Joel Embiid sur un joueur des Lakers.
dont je vais taire le nom pour voir si tu arrives à le trouver. Mais est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce poster dunk Philadelphie Lakers? Philadelphie Lakers, on est le 15 janvier, donc... Alors, d'abord, qui s'est pris le poster? J'ai pas souvenir d'un poster sur Davis, mais je vais dire Davis. Non, c'est un joueur beaucoup plus role-player, ancien de Kentucky d'ailleurs, mais peut-être ça te parlera pas du tout, toi. Qui a émergé depuis 2 ans aux Lakers. Il a émergé en tant que rôle spécialiste un peu défensif aux Lakers depuis 2 ans. J'ai complètement zappé la draft depuis pas mal d'années. Un spécialiste défensif du côté des Lakers, c'est avant tous les trades. Donc, je vais passer le spécialiste défensif quand il me viendra à l'esprit et je vais dire LeBron. LeBron n'est pas sur le terrain, non. On est le 15 janvier, donc Westbrook doit être encore chez eux. Westbrook. Tout à fait. Ok. Il y a qui chez les Lakers à ce moment-là? Oh, c'est sombre, les Lakers à ce moment-là. C'est l'époque où ils sont 12-13e. Il y a quelqu'un qui vient de signer en Europe, je crois, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Un meneur, ancien de Miami. Une année surprise à Miami, qui est parti aux Lakers, qui a trop rien fait ensuite. Ah, Kendrick Nunn. Exactement, Kendrick Nunn. Celui qui se fait postériser, si je te dis, il est comme l'ange. Comment s'appelle l'ange qui annonce à Marie l'Immaculée Conception? Ah, l'ange Gabriel. Ah, Wayne Gabriel. Exactement. Ah. C'est Wayne Gabriel, tout à fait. Les devinettes, moi, ça marche facilement. Tu remarqueras que je les ai. Tu préfères les petits quiz sur les indices que sur les noms. Exactement. J'ai les 5 du coup? Non, il t'en manque 2. Il te manque quelqu'un de la fac d'Oregon qui a été drafté par les Wizards. Plutôt spécialiste défensif aussi aux Lakers sur cette période. C'est un junior d'ailleurs. Un junior, donc ça doit être une vanne sur son. Non, il a junior sur à la fin de son nom. Junior. C'est pas James Brown Junior, c'est. Ah, Troy Brown Jr. Exactement, tout à fait. Oh, c'est cataclysmique. Je m'excuse auprès de l'univers. Oui, vas-y. Et le dernier, je ne sais même pas comment te le faire deviner. On a parlé de l'ange Gabriel. Il a un peu un nom de Christie comme ça. C'est Max Christie, je sais pas comment te le faire deviner. Ah, Max Christie. Ah ouais. Il y a un thème apparemment avec ces Lakers, ce line-up. Et côté Philadelphie, un peu plus facile évidemment. Alors, c'est plus facile. Là, je remercie Doc. Doc, c'est un pote de quiz, du coup, parce que c'est plus simple de trouver les quiz. Alors, normalement, du coup, il y a Embiid. Tout à fait. J'ose imaginer qu'il y a peut-être James Harden. Tout à fait. Tobias Harris. Non, pas sur le terrain. À sa place, il y a un ancien attaquant de l'Olympique de Marseille. Ah, supporter de l'OM, je comprends la référence. Georges Niang. Exactement. Tout à fait. Du coup, on a perdu quelques auditeurs du PSG. Du coup, PJ Tucker, peut-être? Non, pas PJ Tucker. On a 2 petits meneurs, on va dire. 2 meneurs. Meneurs arrière. Du coup, on a parlé de lui en plus. Tyrese Maxey. Tout à fait, oui. Tout à fait. Donc, et le dernier, il a le nom d'un poète anglais, d'ailleurs. Un poète anglais de la Renaissance ou des Lumières, je ne sais plus. Alors, je pense que je vais pas faire celui qu'il a eu grâce au poète, mais d'Anthony Melton. Non. Mais presque. C'est pas Melton. Ah, Milton. C'est Shake Milton. C'est exactement. Tout à fait. Donc voilà qui est sur le terrain au moment de ce poster donc de Joel Embiid sur Wayne Gabriel. Et donc voilà pour le cas de Joel Embiid, voilà pour le petit quiz. Donc je rappelle les noms et le classement. Alors pas le classement en entier, mais donc qui est-ce qu'on a inséré aujourd'hui? On a inséré Joel Embiid à la 2e place du classement entre Nikola Jokic et Kawhi Leonard. On a mis Jrue Holiday entre Jaylen Brown et Zach LaVine autour de la 12e ou 13e place. On a mis CJ McCollum un peu plus bas entre Anunoby et Malcolm Brogdon autour de la 25e place. Et puis tout en bas, Dorian Finney-Smith, 37e, 38e place. Josh Giddey, juste en dessous, juste avant Buddy Hield et RJ Barrett qui ferment la marche. Et bien voilà pour ce 9e numéro. Et merci beaucoup Ben d'être passé sur le Basket Lab et sur la syllabe. Eh ben merci beaucoup. Encore une fois, je valide le jeu de mots. Et par contre, plus jamais de quiz. Mais merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, bien entendu. Et donc voilà, on approche déjà de la moitié de la série, quoique déjà, je dis déjà, mais on est mi-septembre
Et donc il reste plus qu'un mois avant de conclure tout ça, mais je pense qu'on va y arriver. Une petite dizaine, allez, une grosse dizaine d'épisodes, ça devrait passer. Comme d'habitude, je vous rappelle que le Discord est là si vous avez envie de m'insulter. Non, plus sérieusement, de venir discuter de tous les joueurs. Bien entendu, on se rejoint sur le Discord pour cela, pour débattre des joueurs, voire du classement. C'est là-bas que ça s'opère, et donc la prochaine fois, très simplement, nous on va se retrouver pour le 10e numéro de la syllabe. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Ben d'être passé sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.